Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Euh, petite édition dernière, petite édition un peu spéciale, dernière de la saison 2020, mais on va enchaîner avec plein de choses. La fameuse édition Codeur en scène 100% en ligne. Vous êtes à peu près combien? 70 déjà connectés. Ça va continuer de grossir. N'hésitez pas, avant que je commence, à prendre un peu de temps, envoyer des SMS à vos potes, tweeter qu'on est en ligne. Euh, Ça commence. Donc, bienvenue à tout le monde. On va refaire la petite présentation classique pour ceux qui ne connaissent pas Codeur en scène. Et ensuite, on enchaînera la soirée comme d'habitude. Donc déjà, cette édition, petit rappel des éditions passées. Donc, Codeur en scène, ça fait quelques années maintenant, mais l'édition annuelle, ça a commencé en 2013. 2013, je vais prendre rapidement les chiffres pour que ça vous parle un petit peu. 250 participants, ça c'était déjà un gros succès au départ. Conférence qui était gratuite. Et on faisait ça à l'université de Rouen. Très vite, c'est monté. 2015, on voit 500 participants. Le budget a commencé à grossir. Parce que voilà, on vous invite chaque année avec le buffet et frais techniques, etc. C'est un petit budget à sortir. Grosse nouveauté en 2018, gros pari, c'était de passer au Kind Arena. Et là, on est passé de 650 à quasiment 1000 participants, étudiants, professionnels. Budget qui a encore plus augmenté, donc on verra après. Déjà, merci aux sponsors de chaque année. Et on a comment dire, confirmé le succès en 2019 avec 1200 participants. Donc, vous avez sûrement déjà, vous, participé à Coder en scène. Cette année, tout le monde était un petit peu déçu de se dire qu'on allait sûrement annuler. Et ben non, en fait, on a maintenu en édition un peu spéciale. Au lieu que ce soit sur une journée complète comme chaque année, on l'a fait sur un mois. Et on a étalé ça tous les mardis, tous les jeudis sur Twitch. Donc, je le dis dès maintenant, abonnez-vous maintenant sur Twitch, comme ça, les événements qui vont venir, vous serez déjà prévenus, parce qu'on risque de continuer. Là, ce que je vais vous faire maintenant, c'est un petit remerciement sur les sponsors et les partenaires, parce que ça reste une association, on est bénévole. Il y a besoin d'argent pour organiser toutes ces conférences, même si là, ça coûte quand même moins cher de le faire en ligne. Mais l'association a besoin de fonds sur pas mal de choses. Donc, merci à tous ces partenaires. Vous les retrouverez sur notre site internet, Codeur en scène. Petit point sur ces partenaires. Donc, c'est des partenaires financiers, mais la plupart font vraiment ça pour nous aider. Euh, voilà, on peut s'arrêter un petit peu sur cette slide-là pour les mettre un peu en valeur et surtout vous dire que la plupart souvent recrutent. Donc, n'hésitez pas à aller voir chacun de leur site internet pour voir ce qu'ils font. Et même si vous avez besoin d'un prestataire ou autre, n'hésitez pas à faire le tour. Ensuite, il y a également donc, les partenaires entreprises, mais on a aussi les personnes qui ont fait des dons. Comme chaque année, vous pouvez faire des dons. Donc là, c'est sur l'adresse don.codeurenScène.com en HTTP. Je ne sais plus si on a fait la redirection HTTPS, donc petite attention là-dessus. C'est bon, on me confirme que c'est bon. Donc les dons, n'hésitez pas, si vous voulez vous-même participer, vous avez le droit de le faire. Il n'y a aucune obligation, mais on vous en remercie par avance. Alors maintenant, comme vous vous doutez, tout ça, ça demande du temps, ça demande de l'organisation. Chaque année, ça prend quasiment un an à organiser les conférences, en plus des meet-up qu'on organise. Il faut donc des bénévoles. Toutes ces personnes-là, aujourd'hui, sont bénévoles, prennent de leur temps. C'est quoi? C'est tous les lundis déjà des réunions quand on avance sur les sujets, quand ça commence à devenir chaud. Plus voilà, des soirées de travail, sélectionner les conférences, faire le point avec le conférencier. Euh, un, J'allais dire un petit merci, j'en fais un particulier, un grand merci à Johan pour cette année numérique. Sans lui, je pense qu'on aurait pas mal galéré. Il a beaucoup, beaucoup travaillé pour qu'on puisse être sur Twitch cette année. Donc un grand merci à lui. Je ne cite pas les autres, mais j'avais un clin d'œil particulier pour lui. Alors je ne sais pas si vous le voyez là, si vous le voyez Non, comme il y a moi que aussi. qui Non, il n'y a que moi parle. qui le vois. Ok, ça marche. Vous le verrez tout à l'heure. Et moi, je vais finir sur la partie réseaux sociaux et je passe après la main. Bah, ne nous quittez pas à la fin sans nous suivre sur les réseaux sociaux, comme ça vous serez informés de la suite des choses. On est un peu présent partout. Alors, j'ai entendu dire qu'il y avait une chaîne TikTok qui se préparait, mais en vrai, non, c'est pour la blague.
Non, vous n'êtes peut-être pas au courant, mais donc Twitch, suivez-nous, ça, il n'y a pas de souci, vous êtes dessus. Mais par exemple, on est aussi présent sur Spotify pour des podcasts. Dès qu'on encode les audios, on les met sur Spotify. Sur YouTube, vous retrouvez toutes les confs une fois qu'on prend le temps de les mettre en ligne. Et après, les réseaux sociaux classiques, Facebook, Twitter, etc., pour être au courant de tout ça. Si besoin, contactez-nous par mail, il n'y a pas de souci. Et je passe la main à Yvan pour la suite sur le programme et la suite de la présentation. Ça marche. Du coup, pour le programme, on est sur le dernier événement de ce mois, c'est un peu plus d'un mois finalement, puisqu'on on avait rajouté une date pour avoir un programme aux petits oignons. Du coup, ce soir, c'est le dernier, mais ça ne nous empêche pas, on va continuer sur Twitch. Du coup, comme on disait, grâce à Johan, on a un bon setup. Et d'ailleurs, le premier meet-up qui n'est pas encore annoncé officiellement, mais qui sera là, ça sera le 15 décembre, où justement, le principe, c'est de montrer un peu le behind the scene, donc montrer un peu la technique derrière, comment on a fait comme on a fait toute cette présentation sur Twitch, le setup, les outils, etc. Et du coup, c'est Johan qui nous présentera tout ça et ça sera l'occasion, parce qu'on a reçu pas mal de questions en mode comment on fait, comment vous faites, comment ça fonctionne, c'est quoi, qu'est-ce qu'il faut avoir, la connexion, le logiciel et autres. Du coup, l'idée là, c'est de faire un petit retour d'expérience pour que comme ça, tout le monde ait l'information. Donc, rendez-vous le 15 décembre, 21h, pour ceux qui veulent, et on continuera les meet-up sur Twitch sans aucun problème. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça permettra d'être notifié quand on part en live. Donc voilà, inscription sur meetup.com, ça permet d'avoir les événements. Inscription sur Twitch, ça permet d'avoir une notification dès qu'on est live. Parce que de toute façon, on va essayer peut-être d'avoir même des choses un peu plus informelles. Et en tout cas, profitez bien de la conférence, pour cette dernière conférence, avec un speaker excellent, qui est Mehdi de Je suis un dev, qui vous connaissez sûrement son site internet. Je suis un dev, il s'est lancé dans le YouTube game il n'y a pas longtemps avec des vidéos que je vous conseille vivement d'aller voir, qui sont très très intéressantes, que vous soyez junior, expérimenté ou senior plus, peu importe, c'est toujours intéressant de voir ces sujets abordés sous un angle assez sympa. Donc allez sur le site, allez sur la chaîne YouTube, et Mehdi, à toi, je vais te laisser partager ton écran et te présenter. Alors, partageons l'écran. C'est parti. Est-ce que vous voyez mon écran? Devrait être bon. Ouais, c'est tout bon de mon côté. Eh bah, très bonne conférence à tout le monde, et Mehdi, c'est à toi. Je te laisse la main. Alors déjà, bonjour, merci beaucoup. Déjà, merci beaucoup à Codeur en scène de m'accueillir, parce qu'ils ont été très sympas d'accepter que je fasse ce talk aujourd'hui. Je les remercie énormément. Aujourd'hui, on va parler de side project et de projet personnel en français. Et on va parler beaucoup du thème de la pratique. C'est surtout ça de ce dont on va parler ce soir. Et voilà. Du coup, on va commencer par les trucs un peu chiants. Salut, je m'appelle Mehdi. J'ai déjà une trentaine d'années, un peu plus, ce qui fait de moi une vieille personne. Je suis développeur back-end Node.js, Python, C++ avec une tendance DevOps. Ça veut dire qu'il y a plein de trucs dedans. Je travaille à Ubisoft Montréal. Donc, je suis à Montréal en ce moment, ça me paraît évident. Et voilà, si vous me connaissez, c'est sûrement via mon blog, je suis un dev.com. J'ai de la chance que ce blog soit très populaire. C'est tellement populaire que cette année, j'ai eu 1 million de visiteurs uniques, ce qui est absolument incroyable dans une niche aussi petite que le développement en France. Donc, je suis très heureux de ça. Et je reçois beaucoup de questions. Il y a une infime partie, un infime pourcentage de ces 1 million de personnes qui m'envoient des mails, et ça fait beaucoup de mails. Même si c'est 1%, c'est beaucoup de mails. Et ce soir, je vais vous dévoiler, tout de suite, je vais vous dévoiler le top 3 des questions posées par tous les développeurs qui sont passés sur le blog. Le top 3, c'est toujours le même. C'est comment devenir un développeur, loin devant, comment devenir un meilleur développeur qui s'approche très près, et comment apprendre X ou Y technologie. Et voilà, c'est toujours les mêmes questions, c'est toujours la même chose. Et du coup, je m'efforce de répondre à ces questions à travers mon blog et ma chaîne YouTube. Et c'est drôle parce qu'à chaque fois que je vois ces questions-là, pour moi, c'est la même question. Ah, tu vas me dire, écoute, Mehdi, c'est n'importe quoi, ça commence mal, c'est rien à voir, ce n'est pas la même question, c'est absolument rien à voir. Pourquoi je dis que c'est la même question? C'est parce que j'ai toujours la même réponse, et c'est toujours en vérité la même réponse qui est quelque chose que
que beaucoup de gens un peu oublient, il faut pratiquer. Tu veux devenir développeur, la meilleure façon de devenir développeur, c'est pas de regarder des tutos YouTube qui t'expliquent comment faire, c'est de faire. Ouvrir un éditeur de code et faire du code, tout simplement. Tu veux devenir un meilleur dev, c'est pareil, une nouvelle technologie, encore plus. Et je pourrais vous donner les meilleurs conseils du monde, je pourrais vous donner les meilleures ressources du monde, je pourrais vous donner les meilleurs tips, les meilleures choses pour focus sur le travail, etc. etc. S'il n'y a pas de pratique, ça rentre pas. On a un travail qui est très manuel et c'est comme ça. Et donc, ça m'amène à une autre question. Quelle est la meilleure façon de pratiquer? Eh bien, ça tombe bien, on dirait que c'était fait exprès, c'est le sujet d'aujourd'hui. Voilà, donc j'ai répondu à votre question, faites juste des side projects et puis c'est bon. Le problème, c'est que c'est pas ça le vrai problème. Tu savais déjà qu'il fallait que tu pratiques pour être meilleur. C'est juste évident. Tu savais très bien que les side projects, c'était une façon de le faire. Je t'apprends rien. Donc, c'est pas ça le problème qu'on essaye de résoudre. Donc, quel est le vrai problème? Quelles sont les vraies choses qui t'empêchent de passer à l'action et qui t'empêchent de faire des side projects? Et surtout, qu'est-ce qui t'empêche de les finir? Parce que souvent, 99% des projets sont commencés, ne sont jamais finis. Et en essayant de diguer, d'aller plus loin dans ces problèmes et de trouver les vrais problèmes, je suis tombé sur trois gros problèmes principaux. Le premier, c'est ce que j'entends très souvent, c'est « Écoute, Mehdi, tu veux m'imposer une corvée ». Ça, c'est à peu près 50% des gens qui me disent ça. Et ce qui revient en permanence, c'est écoute, moi, j'ai passé 8 heures de ma journée à travailler. Okay, j'ai passé 8 heures de ma journée à faire du code, à mon travail, à mon boulot. Tu veux que je rentre chez moi et que je continue à faire la même chose? C'est ça que tu es en train de me dire. Écoute, je ne peux pas, j'ai une vie, j'ai des choses à faire. Et ça, on va en parler longuement parce que c'est quelque chose qui est absolument central dans si tu veux te lancer, et surtout si tu veux finir un side project, c'est quelque chose qu'on va beaucoup parler. Ensuite, le second problème, c'est les gens n'ont pas d'idée. En gros, ça, c'est à peu près 80% des gens avec qui je parle. C'est très difficile de trouver une idée, et ce qui est souvent qui va bloquer surtout les gens, c'est que les gens cherchent une idée qui va changer le monde. Les gens cherchent une idée originale qui va être absolument incroyable. Spoiler alert, il ne faut pas commencer par ça. On va en parler longuement aussi. Et le troisième plus gros problème, encore une fois, là, par contre, c'est 100% des gens, personne n'a de temps. Et ça, par contre, c'est quelque chose qui est très, très complexe. On va en parler aussi longuement. Apparemment, tout le monde est un ministre. Tout le monde a un agenda de ministre. Et moi, le premier, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas le cas. C'est un problème complexe qui peut être résolu au cas par cas. Bref, le vrai problème, c'est tout ça. Maintenant, ce soir, on va parler de comment régler ces problèmes. On va aller point par point et on va essayer de trouver quelque chose qui va vous permettre des actions qui va vous permettre de passer chacun de ces points-là. Mais d'abord, je vais vous raconter une histoire. J'adore raconter des histoires. Ceux qui suivent le blog savent que j'adore raconter des histoires. Il y en a même qui disent que je raconte ma vie. Alors, en effet, je vais raconter ma vie, mais ça va servir mon propos. C'est vraiment utile ce que je vais dire là. Vous voyez, j'ai mis une petite image de machine à remonter dans le temps. Et ça tombe bien parce qu'on va remonter dans le temps. On va remonter en 1999. Nous sommes en l'an de grâce 1999 et l'un des meilleurs jeux vidéo du monde vient de sortir et il s'appelle Final Fantasy VIII. Ce jeu est incroyable. À ce moment-là, j'ai 12 ans, okay, j'ai une PlayStation 1 et ma vie entière tourne autour de Final Fantasy VIII. C'est le seul truc qui m'intéresse dans la vie. Et je pense que ce jeu est tellement incroyable, tellement fou, que je me dois de le dire à tout le monde et d'expliquer à tout le monde pourquoi ce jeu est incroyable. Et c'est là que j'ai une idée de génie. Je sais que ma mère est expert comptable et je sais qu'elle a un PC à la maison et je sais que sur ce PC, il y a un truc qui s'appelle Internet. J'y suis allé plusieurs fois, j'ai vu des sites Internet, etc., dont des sites Internet sur Final Fantasy VIII. Du coup, je me suis dit, eh ben, j'ai qu'à faire un site Internet sur Final Fantasy VIII, c'est aussi simple que ça. Évidemment, je me jette dessus. Donc, ça, c'est bien moi. Hein. Donc, le gamin en short, là, c'est moi, avec un écran qui est aussi gros que moi. Hein. Voilà, c'est les écrans de l'époque, c'est absolument sublime. Ça, c'était le top à l'époque. Hein. Vous ne vous moquez pas, c'était le top. Et donc, je décide de faire ce site Internet sur Final Fantasy VIII. Là, c'est ma tante qui me montre Internet Explorer. Internet Explorer, c'était le top aussi à l'époque.
Et donc, je me jette là-dedans. Faut savoir que c'est tellement vieux, je suis tellement un fossile que quand j'ai commencé à faire ça, il y avait le site du zéro, aujourd'hui Open Classroom, n'était pas encore là. Il allait arriver la même année, en fin d'année. Et à ce moment-là, je n'ai pas le site du zéro. Je suis tout seul et j'ai un QI négatif. Hein. J'ai 12 ans, c'est très compliqué pour moi. Mais je me lance quand même. Et très vite, je tombe sur quelque chose qui s'appelle HTML. Qu'est-ce que c'est ça, HTML? Ah, ok, alors je mets du texte dans des balises et ça montre quelque chose à l'écran. C'est super, je vais pouvoir expliquer comment le jeu fonctionne. Et puis je découvre CSS. Oh, et je peux mettre des couleurs et je peux centrer automatiquement. C'est incroyable. Et puis, je découvre JavaScript. Alors là, JavaScript, écoutez, je peux mettre une image en plein écran et quand je clique dessus, elle revient. C'est fou. Puis après, j'ai commencé à dynamiser mon site avec du PHP. C'était incroyable. Et 1 ou 2 années plus tard, j'ai rajouté du MySQL. Et attention, deuxième gros reveal de la soirée, et j'espère que vous êtes prêts, c'est le site internet que j'ai fait, mon premier site internet que j'ai fait il y a 20 ans. On s'accroche. Salut à tous et bienvenue. Après votre visite sur ce site, Final Fantasy VIII n'aura plus de secret pour vous. Voilà. Écoutez, c'est pas incroyable ce truc. Ne lisez pas le texte. Hein. J'avais 12 ans, c'est blindé de fautes. Voilà. Ne lisez pas le texte. Donc, j'étais absolument en transe. J'étais en transe à ce moment-là. C'était moi qui avais fait ça. Et c'était moi qui j'avais créé ça sur l'écran. C'est-à-dire que j'avais pensé à un truc et je l'avais affiché à l'écran. C'est fou. Et à partir de maintenant, pendant tout le long de la conférence, je vais parler de l'effet Final Fantasy VIII, parce que ça va être assez central dans tout ce que je vais dire. Il vous faut un effet Final Fantasy VIII. Il faut savoir que moi, j'ai 12 ans à ce moment-là, j'ai une PlayStation 1, et je préfère faire mon site sur Final Fantasy VIII que de jouer à Final Fantasy VIII. On en est là, hein. Je veux dire, je suis complètement taré, voilà. Mais c'est quelque chose qui m'a vraiment transporté, parce que le sujet était le centre de toute l'attention. Tout ce qui m'intéressait, c'était le sujet. Et on va voir que c'est ça qui est le plus important. Aujourd'hui, quand vous allez sur un site qui vous dit oui, faites des side projects, on vous dit quoi? On vous dit alors d'une, tu vas être un meilleur développeur, tu seras plus employable pour les recruteurs en mettant ton side project, tu vas faire de l'argent peut-être, tu vas faire de l'argent, c'est super. Tout ça, ce sont des mauvaises raisons pour faire un projet perso. Pourquoi? Parce que ça ne règle pas le problème de la corvée. Comment tu dois faire une corvée? Si tu dois faire une corvée, c'est quelque chose que tu ne vas pas finir. Si tu n'es pas obligé de le faire, tu ne le finiras pas. Je donne un exemple, par exemple la vaisselle. Je n'ai pas envie de le faire. C'est une corvée. Il n'y a rien de fun, mais je le fais parce que je suis obligé. Mon side project, je ne suis pas obligé de le finir. Et c'est pour ça que 99% des projets sont commencés et jamais finis. Parce que les gens commencent un projet pour les mauvaises raisons. Il faut commencer un projet. Tu ne peux pas commencer un projet qui ne te donne aucun plaisir. Tu finiras jamais un projet sans plaisir. En gros, ce que je veux vous dire, c'est que si ton projet, ton idée ne fait pas concurrence à un épisode sur Netflix, je te promets que tu ne finiras pas ton projet. C'est sûr. Et le problème, c'est que les gens, quand tu vas sur Internet, on te dit « Ouais, fais une to-do app ». Non, fais pas une to-do app, c'est absolument infernal. C'est absolument pas intéressant. C'est pas quelque chose. Ça va t'apprendre des concepts, mais ça va pas t'apprendre, te donner envie de le finir le projet. Et c'est vraiment ça qui est vraiment central dans tout ce qu'on va dire après, parce que 99,9% des projets sont des choses que ça te donne pas forcément du plaisir. C'est des choses que tu t'es dit, oui, mais si je travaille ça, je vais apprendre telle technologie. On s'en fout. L'important, c'est de pratiquer. Il faut vraiment changer son mindset au niveau de ça, sinon rien n'est possible à faire en fait. Et j'irai même encore plus loin, en fait. Je vais aller encore plus loin. Je vais vous dire, si vous ne pouvez pas trouver un sujet qui vous donne l'effet FF8, ne faites pas de side project. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous allez perdre votre temps, en fait. Ça va être plus profitable. Votre temps sera mieux employé à faire de la veille, par exemple, à aller lire sur des technologies, à regarder des articles, à machin, etc. Ça sera mieux pour votre connaissance globale que de perdre du temps à faire quelque chose que vous détestez parce qu'on vous a dit qu'il fallait que vous appreniez ce concept-là. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et donc, quand on a ça en tête, la question suivante devient évidente. Comment trouver une idée ? Maintenant que je sais que cette idée doit me faire l'effet FF8, c'est super, mais ça ne change pas le fait que j'ai pas FF8. Moi, FF8, tu vois, j'en ai rien à foutre de FF8. Donc, comment trouver une idée qui va te donner cet effet-là? Et pour
vous expliquer ça, je vais vous donner un exemple. Une des fois où j'ai trouvé une idée absolument au hasard et qui a été absolument incroyable après. J'étais donc sur YouTube et j'étais en plein YouTube trou noir. Qu'est-ce qu'un trou noir YouTube? Un trou noir YouTube, c'est quand tu commences à regarder une vidéo de chat, ok? Et 2 heures après, tu te retrouves à regarder une vidéo d'un Mexicain qui fait de la flûte et tu sais pas comment t'es arrivé là. C'est ça un trou noir YouTube. On l'a tous fait. Je sais que tout le monde on l'a tous fait. Et voilà. Donc j'étais en plein là-dedans. Et j'aime beaucoup de choses dans la vie, mais j'aime beaucoup les jeux vidéo. Donc c'est pour ça que je travaille chez Ubisoft, c'est pour ça que je te parle de Final Fantasy VIII, etc., etc. Et j'aime beaucoup l'espace en général. Très original, tu vas me dire, les jeux vidéo et l'espace. Ouais, bah, écoutez, c'est vrai. Et donc je me retrouve souvent à regarder des vidéos qui parlent de jeux vidéo dans l'espace, dont la saga, la franchise Mass Effect. Je ne sais pas si vous connaissez la franchise Mass Effect, c'est absolument incroyable. Si vous n'avez jamais joué à Mass Effect, vous avez raté votre vie, mais c'est rattrapable. Et tu peux à tout moment acheter un Mass Effect et y jouer. Et donc, je tombe sur cette vidéo-là en particulier. C'est une vidéo où le héros rentre dans un trou de verre. Absolument incroyable. Regardez-moi ça serait fou. Et là, tout d'un coup, j'ai une idée qui monte. Je me suis dit, est-ce que ça ne serait pas possible de refaire cet effet dans un navigateur? Est-ce que juste déjà c'est possible? Et là, je sens l'effet FF8 qui monte en moi. Je me dis, écoute, je crois que c'est possible. Vraiment, c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Et je commence à me renseigner. Je commence à aller à droite à gauche et je tombe sur la librairie FreeJS. FreeJS, qui est une librairie JavaScript qui permet d'utiliser une API JavaScript qui s'appelle WebGL et qui permet de faire du rendu 2D, 3D. Donc, j'ai un moyen, via le JavaScript, dans le navigateur, de faire de la 3D. Il m'en fallait pas plus, je suis sûr que c'est possible. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Et du coup, je me suis lancé là-dedans, sans trop savoir ce que je faisais. Et j'ai commencé juste à créer un cylindre. Et à l'intérieur de ce cylindre, je me suis dit, OK, je vais faire rentrer la caméra dans ce cylindre, et puis je vais mettre de la texture autour. Et très rapidement, l'effet FF8 était là. En une semaine et demie est passée comme ça. Je n'ai pas vu ce qui s'est passé. Et ça a donné comme résultat un side project que j'ai livré. Donc, ne cliquez pas sur le full project, s'il vous plaît, parce que c'est une vraie web expérience qui dure 3 minutes avec une histoire et de la musique. Je me suis fait chier. Vous avez le code source sur mon GitHub et je peux vous montrer juste la démo de ça. Regardez-moi cette merveille. C'est pas incroyable, c'est fou. J'ai réussi à recréer ce que j'avais vu, à peu près, à recréer ce que j'avais vu dans la vidéo de Mass Effect, juste pour moi. C'est pas fou, je trouve ça fou. Et donc, c'est ce genre d'idée-là qui va vous faire apprendre des choses. Pour revenir au sujet, je pense que pour trouver une idée, elle est très simple. Elle est très simple finalement. Comment trouver une idée, c'est très simple. Il faut commencer par quelque chose que vous aimez. Encore une fois, je vais reprendre pour exemple cette fameuse to-do app parce que c'est absolument infernal de l'avoir partout. Et les gens qui aimeraient avoir du plaisir, on leur dit écoutez, faites une to-do app et puis c'est tout. Non. Commencez par quelque chose qui vous donne du plaisir et commencez par penser à comment trouver ça. Comment trouver une idée qui vous donne du plaisir? C'est simple. Tu fais quoi pour le fun? Qu'est-ce que tu fais pour le fun? Et c'est très simple, tu fais une liste de tout ce que tu aimes. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être je sais pas, tu aimes bien Naruto, tu mets Naruto, tu fais une liste de tout ce que tu aimes et de tout ce qui te ferait vraiment plaisir, soit d'en parler, soit de faire quelque chose là-dessus. Ensuite, avec cette liste, tu regardes la liste et tu essayes de joindre les passions. Quand je dis joindre les passions, ça veut dire que comment cette idée, ce sujet pourrait être amené dans le monde du code. Est-ce que tu peux trouver quelque chose, voir plusieurs sujets en même temps? Est-ce que c'est possible d'amener le sujet que tu aimes tant dans le monde du code? Et c'est en faisant ça que tu vas trouver des side projects aussi fun, des fois débiles. Je te donne un exemple. Moi, j'adore aller courir. Okay, j'aime bien aller courir. J'ai fait des semi-marathons, j'ai fait un marathon. J'adore ça. C'est devenu un peu une passion. Et du coup, je me suis dit comment je peux amener le code là-dedans. J'ai fait une application mobile qui, au bout de 2 km, m'envoie une notification avec un GIF au hasard. C'est tout. Ça ne sert à rien du tout. Mais ça me fait plaisir de l'avoir dans ma poche quand je cours. Ça me fait plaisir de recevoir ce GIF. Et j'ai appris un petit peu comment fonctionnait React Native, tu vois. Ça m'a pris plusieurs heures et j'ai eu du fun, c'était super. Donc, c'est ça qui est super important à prendre en compte. Vraiment,
pour trouver une idée, commencer par ce que tu aimes et faire une liste et joindre les passions. Ensuite, j'aimerais encore dire un truc là-dessus, c'est que le code est un moyen, pas une fin en soi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Three.js, quand j'ai fait mon trou de verre, là, je m'en fous de Three.js. Je n'ai pas besoin de connaître Three.js pour mon travail. Je n'ai jamais utilisé Three.js à mon travail. Three.js est un moyen d'afficher ce trou de verre. Ce n'était pas le trou de verre, ce n'était pas ce qui m'intéressait. Ce n'était pas Three.js qui m'intéressait. Et je pense que on fait souvent le contraire. On fait souvent le contraire. Et je pense que ce n'est pas bon de faire le contraire. Je pense que ce n'est pas quelque chose qui va vous permettre de finir votre sujet. Donc voilà, toujours commencer avec un objectif de création. Maintenant que vous savez tout ça, maintenant que vous savez qu'il faut commencer par quelque chose que tu aimes, il faut rejoindre les passions, et il faut essayer de trouver une idée dans l'univers de tout ça avec un effet FF8, ça ne règle pas le problème de « j'ai pas le temps ». Déjà, j'aimerais introduire le sujet par personne n'a le temps pour une corvée. Déjà. Ensuite, c'est le sujet le plus complexe. C'est ce qu'il y a de plus complexe à mon sens, parce que certains ont beaucoup d'activités sportives, certains ont des enfants, on a tous une vie différente, et il n'y a pas d'un truc magique qui va vous permettre de régler le problème du temps. Normalement, à ce moment-là, je suis censé te dire une énorme banalité. Je suis censé te dire, bah écoute, win the morning, lève-toi à 4 heures du matin, hein, et tu auras beaucoup de temps. Et j'ai essayé, et en effet, ça marche. Je me levais le matin à 4 heures du matin, et j'avais l'impression d'avoir une autre journée. Vraiment, c'est assez hallucinant. Le problème de cette technique, c'est que c'est absolument contraignant, c'est fou comme c'est contraignant, et j'étais un zombie. C'était très dur pour moi. Je suis ce qu'on appelle, les gens appellent ça un papillon de nuit, mais 4 heures du matin, c'était trop pour moi. Et j'ai pas réussi à le tenir sur la longue, et je trouve ça énormément contraignant. Et juste vous dire, levez-vous à 4 heures du matin quand moi, je le fais même pas, je trouve ça absolument hypocrite. Donc, j'ai plus envie de vous parler d'une approche pragmatique et d'une approche beaucoup moins impressionnante et beaucoup plus technique finalement. Voilà comment j'aborde la plupart des projets quand j'ai entre guillemets pas le temps de le faire. Quand un dev entend projet perso, quand tu entends projet perso, tu entends énorme projet. Hein, tu entends un truc énorme, super compliqué à faire, super long à faire. Et ça peut l'être, des fois tu as une idée, en effet c'est vraiment compliqué, mais non. Il y a une question d'organisation à prendre en compte. Regardons ce fabuleux dessin. Il n'est pas incroyable. Je n'ai même pas besoin de t'expliquer ce que je vais te dire. Tu as déjà compris ce que je vais te dire. Il faut juste réduire le scope et sortir des livrables fréquemment. En faisant ça, c'est fou comme tout d'un coup, en fait, tu as plus de temps pour un projet qui dure 2 heures que pour un projet qui dure 20 heures. Alors que finalement, tu peux faire les deux. C'est juste que c'est une question d'organisation. Voilà. Encore une fois, je vais raconter ma vie. Mais cette fois, c'est pour vous parler d'un projet, encore une fois, d'un side project que j'ai fait il n'y a pas très longtemps. Je m'intéressais à TensorFlow.js. TensorFlow.js, c'est du machine learning en JavaScript. Et voilà, je voulais l'apprendre et je me dis, mais si je commence à faire mon side project en me disant juste je veux apprendre TensorFlow.js, c'est sûr et certain que je ne vais jamais le finir. Je le sais au fond de moi que jamais je le finirai. Du coup, je me suis dit, OK, je fais un side project, mais ce n'est pas vraiment un side project. Je vais me donner 2 heures. Aujourd'hui, j'ai 2 heures devant moi. Et voilà, à la fin de ces 2 heures, j'arrête de travailler, peu importe où j'en suis. Et je vais juste ouvrir TensorFlow.js et essayer de faire des trucs drôles. Mon side project, c'était faire des choses drôles avec TensorFlow.js. C'était juste ça. Du coup, j'ai ouvert mon PC et j'ai commencé à installer TensorFlow.js et j'ai commencé à faire des conneries. Hein, j'ai commencé à aller chercher des exemples, à me mettre des grillages sur la gueule, à essayer de bouger pour voir si le modèle de machine learning me reconnaissait. Et j'ai même trouvé un modèle de machine learning qui repérait que j'avais 30 balais, que j'étais un homme et que mes émotions, ça repérait mes émotions, ça repérait si je rigolais, ça repérait si j'étais fâché, etc., etc. Et fin du side project. J'ai mis ça dans un dossier, j'ai appris un petit peu de TensorFlow.js, c'était l'étape 1, et puis voilà. Et donc, j'arrête ça, j'étais très content, j'avais sorti mon premier side project, j'étais très heureux, et j'ai eu une idée. Je me suis dit, attends, si je peux repérer automatiquement les émotions des gens, est-ce que je ne pourrais pas faire une connerie du genre, quand je souris,
j'ai plein de gens autour de moi qui sourient dans des gifs. Est-ce que ce serait pas possible de faire un truc pareil? Du coup, j'ai dit, si, ça doit être possible, ça. Du coup, j'ai fait un autre side project où, quand je souris, ça met à jour automatiquement les images, et j'ai choisi les images par rapport à des émotions, ce qui fait que tu as l'impression que quand je fais une émotion, la roue, entre guillemets, réagit par rapport à ça. Alors qu'en fait, c'est juste le machine learning qui va surveiller ma gueule et qui va vérifier si je souris ou pas. Et donc, il y a un lien là, vous pouvez aller le voir si vous voulez. C'est juste une code sandbox avec tout le code à l'intérieur. Encore une fois, le code est open source sur mon GitHub, donc allez-y. Et voilà, fin. Ça m'avait pris, je m'étais donné, je crois, 2 jours, et pour chaque jour, je m'étais donné 1 heure ou 2 pour le faire. Et si c'était aussi petit, si c'était aussi rapide à faire, parce que c'était petit, mais c'est surtout parce que j'avais commencé à faire l'étape 1 avant. Je ne suis pas allé dans cette idée en me disant, oh, mais attends, il faut déjà que je comprenne comment ça fonctionne TensorFlow.js, il faut que je comprenne comment repérer les émotions. Non, ça, c'était déjà fait. Donc ça, c'était l'étape 2. Et du coup, ça m'a donné une autre idée. Ça m'a donné une autre idée. Je me suis dit, écoute, si je peux repérer les émotions, ça veut dire que je peux repérer quand quelqu'un sourit ou rit, finalement. Et je peux faire une sorte de You Laugh, You Lose. Vous savez ce que c'est, les You Laugh, You Lose? C'est les vidéos sur YouTube où on montre des vidéos drôles aux gens, et s'ils réagissent en rigolant, ils ont perdu. Et je me suis dit, est-ce que ce ne serait pas possible de faire la même chose, mais dans un navigateur? Et c'est ce que j'ai fait. Ça m'a pris très peu de temps, parce que j'avais déjà fait le projet d'avant, parce que j'avais déjà tout qui était là. Ça m'a pris, alors je sais pas, 3-4 heures à faire en tout le site, parce que je n'avais pas à m'occuper de plein de choses, et parce que je savais que je pouvais sortir ce side project comme ça. Et donc finalement, ça a pris plusieurs heures de mon temps, sur plusieurs semaines, sans pression, sans prise de tête, et j'ai sorti quelque chose que, pareil, vous avez le projet qui est là, vous avez le code source sur mon GitHub, et il n'y a pas besoin, j'ai pas eu besoin de sacrifier ma vie, j'ai pas eu besoin de prendre tout mon temps, le temps de ma vie pour faire ces projets-là, et je les ai faits avec un plaisir non dissimulé. Et donc, si on revient sur le schéma d'avant, c'est exactement ça que j'ai fait. J'ai commencé par un tout petit skate, je suis allé plus loin jusqu'à la voiture. Et c'est exactement comme ça que vous devez voir les choses si jamais vous vous lancez dans les side projects. Faites le plus petit scope possible. Déjà, étape numéro 1, il faut réduire le scope. L'idée que vous avez eue, réduisez le scope au maximum du maximum pour juste avoir une sorte de livrable, quelque chose que vous pouvez montrer aux gens. Et faites juste ça. Dites-vous que vous faites juste ça, vous vous donnez tant de temps. Si ce n'est pas fini, tant pis, vous vous donnerez du temps plus tard. Aucune pression au niveau du temps, aucune contrainte. C'est vraiment important. Et toujours avec un sujet, entre guillemets, FF8. Il vous faut quand même un effet FF8. Une fois que vous avez fait ça, ça va tout de suite débloquer du temps. Vous allez voir à quel point c'est magique, le fait de n'avoir à faire qu'une petite tâche vous débloque du temps. Et souvent, on est bloqué dans sa tête au niveau du temps. On a du temps, on a tous quelques heures par semaine. Tout le monde a quelques heures par semaine. Ou alors, il faut peut-être revoir votre organisation, je ne sais pas, mais quelques heures par semaine, je ne pense pas que ce soit quelque chose d'absolument incroyable à dédier à ça. Ensuite, j'aimerais bien parler d'un truc toujours sur ce sujet-là. J'aimerais dire que c'est pas une course. Souvent, dans les réseaux sociaux, on voit souvent les mêmes tweets un petit peu qui disent, écoutez, moi, ma vie, c'est pas les side projects. Il y a un peu cette vibes-là qui est vous n'êtes pas vos side projects. Je suis d'accord, c'est vrai, et vous n'avez pas, absolument pas à faire des side projects pour être un bon développeur, absolument pas. Vous n'avez pas besoin de ça, mais c'est toujours quelque chose qui est super fun. Et ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas une course dans le sens où il faut trouver son rythme. Je vous dis, par exemple, il y a des gens qui font plein de side projects, il y en a un qui en font qu'un seul par an. C'est déjà incroyable d'en faire un par an. Chacun a son rythme. Tout le monde n'a pas le même temps à donner à tout. C'est comme ça. Tout ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que quelques heures par semaine, c'est largement suffisant pour faire des side projects. Largement suffisant. Et il n'y a pas besoin, ce n'est pas une course, ce n'est pas une compétition, ce n'est pas quelque chose comme ça. Voilà. Donc maintenant, je vais vous parler aussi de plusieurs questions et interrogations que j'ai eues de la part des personnes avec qui j'échangeais sur ces sujets-là.
Et la première chose qui revient fréquemment, c'est que les développeurs me disent, écoute, Mehdi, tu es gentil, tu m'as l'air sincère, mais moi, je ne travaille pas gratuitement. Je ne travaille pas gratuitement. C'est un message que je vois très souvent. Et à ces gens-là, j'ai envie de leur dire, écoutez, déjà, tu me parles de travail. Moi, je te parle de side project et toi, tu me parles de travail. C'est que déjà, tu as oublié l'effet FF8. Et si tu veux faire de l'argent, ce n'est pas un side project, c'est un business. Pour faire un business, il te faut un plan marketing, il te faut une étude de marché, il te faut beaucoup de choses. La technique ne vient pas du tout en premier lieu si tu veux faire de l'argent. Si tu veux faire de l'argent, tu fais un business. Et c'est deux choses totalement différentes. Donc, quand on me dit ça, quand on me pose ce genre de questions, je dis, écoute, c'est parce qu'on ne parle pas de la même chose, en fait. Et vouloir faire de l'argent, il n'y a aucun problème avec ça. Fais un business. Et voilà, mais on ne parle pas de la même chose, en fait. Donc, voilà, on ne parle pas de la même chose. Ensuite, dans le monde du développement, il y a un sujet qui revient, qui était là il y a 20 ans, qui sera là dans 20 ans. C'est le sujet du syndrome de l'imposteur. C'est le sujet des choses qui sont des gens qui sont élitistes, etc. etc. Et je n'ai trouvé aucun moyen de calmer ou même tuer ce syndrome de l'imposteur plus efficace que la pratique, plus efficace que les side projects. Pourquoi? Parce que avoir des side projects, faire des side projects, ça va prouver quelque chose de tangible, ça va prouver quelque chose. Tu auras des projets que tu as faits et quand tu seras dans des moments de doute, tu vas revenir dessus, tu vas dire waouh, ok, c'est moi qui ai fait ça, j'ai fait ça. Tu peux dire ce que tu veux, j'ai passé une mauvaise journée aujourd'hui, j'ai pas réussi à faire ça, mais j'ai fait ça, j'ai réussi à faire ça. Ça veut dire que je suis pas tant un imposteur que ça, tu vois. C'est incroyable. Juste ça tout seul, c'est un incroyable boost de confiance. Et c'est pas quand je dis des preuves, c'est pas des preuves par rapport aux autres, on s'en fout des autres. C'est des preuves par rapport à toi-même. Tu as fait ça. Oublie ton CV, oublie les recruteurs, oublie la visibilité que pourrait te donner un side project, on s'en fout. On s'en fout. Ce qui est important, c'est que tu vas avoir une confiance folle après ces projets-là et ça va te servir pour ton métier de façon générale. Et crois-moi que créer de la confiance en tant que développeur, ça n'a pas de prix, ça n'a pas de temps, c'est peut-être ce qui est le plus important. Ensuite, j'aimerais également parler du fait que la pratique est un sport. Qu'est-ce que je veux dire par là? La pratique est un sport. Qu'est-ce qu'il raconte? C'est un peu comme la course. Au début, quand tu vas courir, quand tu fais de la course, c'est nul, c'est chiant, tu es essoufflé, tu as mal aux jambes, tu te demandes pourquoi les gens font ça, c'est n'importe quoi. Et puis, à force d'en faire, tu vas, en fait, c'est plutôt pas mal. Je commence à avoir du plaisir et puis tu commences à créer de la dopamine, etc. Et tu as une sorte d'effet FF8, encore une fois, dans la course. Mais, comme pour la course, si tu cours trop, tu vas te blesser. Si tu fais n'importe quoi avec ça, tu vas te blesser et ça peut te dégoûter de faire du code, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose à avoir comme un sport, pas dans le sens compétitif, parce qu'encore une fois, il n'y a aucune compétition là-dedans, mais plus dans le sport, dans le sens, voilà, il ne faut pas en faire trop et ça vient en faisant. Et enfin, et c'est beaucoup plus court que ce que je pensais, mais je vais finir là-dessus. Les développeurs ont un incroyable pouvoir. On a tous ce pouvoir. C'est quoi ce pouvoir? On a la capacité de penser à quelque chose dans la tête et de l'afficher sur l'écran. Je veux dire, c'est quelque chose qu'il y a beaucoup de gens qui nous envient. Et il y a beaucoup de gens, je sais pas, on entend souvent ça, des gens qui ne sont pas développeurs. Ah, mais moi, si j'étais développeur, je ferais ça, ou tu comprends, machin, etc. Et c'est vrai qu'on a ce pouvoir-là. Tu peux penser à peu près à n'importe quoi. Tu as un moyen de le faire apparaître sur l'écran. D'une façon ou d'une autre, tu peux, toi, avec tes capacités, l'apparaître sur l'écran. Et qu'est-ce qu'on fait? On ne l'utilise pas. On va au travail. Il y a des gens qui nous disent quoi faire apparaître à l'écran. On fait apparaître à l'écran et on rentre chez nous. Et that's it. Moi, j'ai envie de vous dire ce soir, utilisez votre pouvoir. Pensez à quelque chose d'incroyable que vous voudriez voir apparaître sur l'écran et faites-le apparaître sur l'écran. Je veux dire, avant d'être des développeurs, on est des créateurs. Et c'est en faisant de la création qu'on va devenir des meilleurs développeurs. Et c'était tout pour moi. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, je suis tout oui. J'applaudis. Oui, ouais. Dans le micro. Ça donne encore plus envie d'en refaire. Mais ouais, je sais pas, je pense qu'on a quelques questions déjà. Et les gens Merci dans le chat, pour ton intervention déjà. Je
on a vu pas mal passer voilà, bon, là, il y a des Ouais. bravos, des merci, mais je pense que tu as motivé des gens, là. C'était l'objectif. J'ai l'impression que... Ouais. On l'a eu sur le chat et même en interne sur le sur le Slack Codeur en scène, notre interne orga. Donc c'est que ça a bien motivé les gens à, à se relancer, à faire des petits trucs cool. Et de ne pas identifier en effet les side projects comme des trucs barbants et des trucs obligés. Ouais, c'est vraiment les gens commencent. Faut vraiment commencer par le sujet, je pense, hein, parce que si vous tapez side project aujourd'hui, la sortie, vous allez tomber que sur des gens qui vous parlent de concepts et de choses à apprendre et c'est pas motivant. Tu peux être le développeur le plus professionnel que tu veux au monde, c'est juste pas motivant quand tu es chez toi. Et donc, il faut vraiment commencer par quelque chose qui est l'effet FF8. Voilà, il faut l'effet FF8. On a plusieurs questions à pouvoir t'en poser. Moi, je vais commencer par une que j'ai pas forcément écrite, mais juste connaître un peu ton parcours, savoir si tu es un petit peu autodidacte ou pas, parce que moi, j'ai l'impression que les autodidactes font beaucoup de side projects. Et voilà, je ne sais pas si ça t'inspire quelque chose, mais est-ce que tu as cumulé les deux et en fait, tu as fait jour et nuit études, side project, ou est-ce que finalement, ça vient de temps en temps dans ton parcours, tu te fais une petite pause side project pendant tes vacances, ou est-ce que c'est au contraire, c'est par ça que tu as commencé si tu peux nous en dire un peu plus sur toi. Eh ben, oui, bah, comme je t'ai dit, là, dans la conf, je t'ai parlé de la première fois que j'ai touché du code, donc qui était sur Final Fantasy VIII. Tu peux dire quoi? On peut dire que je suis un peu autodidacte parce que j'ai beaucoup, beaucoup appris tout seul. Et c'est vrai que après, moi, j'ai fait des études d'informatique, hein, j'ai fait un bac plus 5 en France, à Lyon, en informatique. Euh, c'est vrai que, bah, disons que jusqu'au BTS. À partir du BTS, j'apprenais rien. Parce que tout ce que j'avais appris avant, c'était ce que j'avais appris sur le tas, en fait, durant mes side projects à la maison. J'ai fait des sites, j'ai fait Final Fantasy VIII, mais j'en ai fait plein d'autres après. C'était des sites soit pour me présenter moi, soit j'avais fait à un moment donné, j'avais tout retouché le PHP d'un forum PHPB, machin, etc. J'avais fait plein de trucs. Et c'était souvent pour des séries, pour des choses diverses et variées. Et après, donc, je suis arrivé au BTS et c'est en BTS que j'ai appris beaucoup plus de choses techniques que je ne pouvais pas savoir avant en travaillant comme ça sur le tas. Donc, c'est un peu les deux. Donc, moi, c'est vrai que j'étais autodidacte au début et puis je suis allé à l'école et ça, c'est un peu, comment on appelle ça voilà, j'ai eu les deux, tout simplement. J'ai eu les deux. Je ne suis pas forcément tout à fait autodidacte. Ça marche. Du coup, petite question que tu as plutôt répondu, mais si tu as un dernier conseil à donner, c'est comment on finit ces side projects. Je pense que c'est celle qui est revenue le plus. Bon, on t'a dit de faire commencer, réduire le scope, etc. Mais est-ce que tu as un unique conseil à donner, voilà, si les gens ont pris en cours de route? Il y avait une autre Comment? question qui est dans le même genre, c'est Vas-y. si finir un projet, c'est pas un peu une légende finalement? Est-ce qu'un side projet, c'est pas la légende et ça, oui, ça arrive des fois que de temps en temps, sur un malentendu, il y a quelqu'un qui finit un side project, mais la vraie vie, c'est que ça se finit pas. En Comment fait, on finit? pour répondre à cette question-là, en fait, c'est un problème qui est en amont. En fait, la question à se poser, c'est plus pas comment finir, mais pourquoi je le finis pas. Et souvent, là, il faut être très honnête avec soi-même. C'est parce que ça vous fait chier. Voilà, vous êtes chez vous, vous avez plein de choses à faire, vous avez des jeux vidéo, vous avez la télé, vous pouvez sortir dehors, aller boire des bières avec des potes, vous pouvez faire énormément de choses, et vous avez le choix entre ça, qui vous fait chier, et faire autre chose. C'est évident que tu vas pas le finir. C'est évident que tu vas pas le finir. On est tous des êtres humains. On a beau vouloir être les meilleurs développeurs du monde, ce que tu veux. En fait, le problème, il est en amont. Mon seul conseil que je pourrais vous donner, c'est trouver un sujet qui vous fait l'effet FF8. C'est ce que j'ai dit dans la conférence. Vraiment, c'est ce qui va vous permettre de ne pas rentrer dans cette zone de « Ah, mais je le ferai plus tard. Ah, mais ça me fait chier. » Parce que si vous avez envie de le faire, mon seul conseil que je peux vous donner, c'est il faut avoir envie de le faire. Si vous n'avez pas envie, ça ne marchera jamais. Et c'est pour ça que 99% des projets, et c'est pour ça que c'est devenu même un mime dans le monde des développeurs, c'est parce que ça intéresse juste pas les gens. C'est juste ça. Yes.
Du coup, un peu dans le même, enfin, dans le sujet, c'est pour ceux qui arrivent à le finir et qui malheureusement se transforment en plein d'utilisateurs et plein d'usages et que finalement ça sert à plein de gens. Comment on peut, enfin, faire en sorte que ça ne devienne pas une contrainte si jamais c'est utilisé. En fait, si par un malentendu, c'est quelque chose qui est utilisé, c'était quelque chose qu'on a commencé par faire pour du fun et au final, on a des milliers d'utilisateurs, on a des contraintes, on a de la maintenance. Comment on fait pour que le fun disparaisse pas et que ça ne devienne pas une contrainte, quoi. Alors, ça dépend si c'est un projet open source ou pas. Si c'est un projet open source, la réponse est toute donnée. Il suffit de faire une sorte d'appel aux mainteneurs. Je sais qu'il y a beaucoup de développeurs qui aimeraient, parce qu'ils ne savent pas ce que c'est, il y a beaucoup de développeurs qui aimeraient maintenir cette sorte de repo qui sert à beaucoup de monde. Si c'est par contre un site internet avec beaucoup d'utilisateurs, alors si ça fait chier, alors c'est peut-être le moment de réfléchir à comment, parce que si ça devient un travail, tout travail mérite salaire. Et donc, c'est peut-être à un moment donné, peut-être essayer soit de le monétiser, parce que si ça te fait chier, ça veut dire que il faut trouver un moyen de te motiver à le faire, tu vois. Mais ouais, pour moi, ça serait un des deux. Ça serait, si c'est open source, le donner à quelqu'un qui veut l'utiliser, qui veut le maintenir. Et si c'est pas open source, alors si ça marche, autant essayer de le monétiser et te donner peut-être en faire ton métier. Il y a plein de développeurs qui font ça. Ils font une app et puis tout d'un coup, waouh, ça marche. Puis ils commencent à gagner de l'argent avec et puis ça devient leur métier. Et ça, c'est une belle histoire en plus. Ok. Enfin, il y a des pistes. C'est petit Perfect Slayer, tu as peut-être des pistes. Après, je sais pas si ça va convenir. Ça a l'air de dire que c'est open source, donc trouver des gens qui soient motivés. Je suis sûr qu'il y en a beaucoup. Après, il y a une question sur l'abandon des projets, mais plutôt soit par manque de compétences sur la totalité de la stack. Par exemple, des gens qui disent ouais, moi je fais le back, en gros je fais la base, l'API, etc. Et puis quand tu arrives le front, bah, je m'arrête en fait. Voilà, est-ce que tu as des conseils à leur donner ou est-ce que ça t'arrive déjà ou est-ce que toi tu es full stack, donc après voilà, tu es multi-casquette. Mais non, voilà. Ton avis? Non, je suis pas full stack, comme je disais au début, là je suis développeur back-end et tu m'as vu tout à l'heure faire un truc de 3JS, donc il y a quand même beaucoup de... Enfin, c'est pas du front-end vraiment, c'est plus du back-end, on va dire 3JS, mais quand même, tu vois, c'est très visuel. Je dirais, si par exemple tu es back-end et tu t'arrives au front-end, commence par un front-end moche. C'est aussi simple que ça. Commence par un front-end moche et juste livre ton projet avec un front-end moche. C'est quand même difficile de faire des front-end moches parce qu'avec tous les nouveaux trucs comme Tailwind et tous les trucs qui te permettent de faire du CSS joli sans rien faire, c'est quand même compliqué, mais essaye de faire le minimum du minimum du minimum côté front-end, juste ça, et juste pouvoir faire des appels à ton back-end, etc. Et peut-être qu'en voyant le fait que tu as réussi à faire le minimum du front-end moche, ça va peut-être te donner l'envie d'aller plus loin dans ce front-end-là. Sinon, tout simplement, tu connais pas un développeur front-end, c'est possible qu'il a envie de travailler avec toi. Mais ouais, mon premier conseil, c'est, comme je disais tout à l'heure, réduire les scopes et fais juste le truc le plus moche possible en front-end. On s'en fout. Tant que c'est utilisable, c'est déjà si tu arrives à faire quelque chose d'utilisable, tu as arrivé à sortir quelque chose. Quand tu arrives à sortir un side project, il y a 80% des gens qui n'ont pas réussi à faire ça. Donc rien que ça, faire une interface moche, c'est déjà gagné, pour moi en tout cas. Merci pour la réponse. Yvan, t'en avais une peut-être? Non, je n'avais pas. Vas-y, je pioche alors. Alors, il y a une remarque tout à l'heure, c'est un truc que tu as dit. Tu faisais référence à la course à pied et tu as parlé de blessure. Alors, j'ai peut-être pas noté moi à ce moment-là, mais quelqu'un l'a noté. Et d'après toi, c'est quoi une blessure quand tu fais trop de side project? Voilà. Je pense qu'il n'avait pas noté ça, mais qu'il faisait la référence justement au sport, etc. Et que le claquage, parce que tu vas trop vite, tu vas trop loin, tu t'essayes trop et qu'au final, tu burn out, je pense que c'est l'équivalent de la chose. C'est exactement ça. C'est exactement ça. À vouloir trop en faire, tu te retrouves dans une situation où tu te sens presque obligé d'en faire et du coup ça te prend la tête parce que tu te dis oh là là, il faut vraiment que je fasse ça, il faut vraiment que je finisse ça, il faut vraiment que je fasse ça, et ça peut devenir vraiment quand ça envahit trop ta vie personnelle, ça peut devenir vraiment
horrible à gérer et tu peux, tu peux faire un burn-out en fait. Et c'est vraiment pas ça qu'on veut. L'objectif de side project, c'est justement le contraire, c'est d'avoir du fun et c'est absolument pas pour te prendre la tête et te dire que si je finis pas mon side project, ça va pas aller, machin. Non, non. Et c'est pour ça que je dis que c'est comme un sport parce que si tu en fais trop, c'est possible que ça te dégoûte en fait et que tu n'aies plus du tout envie. Et ça, pour moi, c'est une blessure. Quand tu n'as plus envie, tu peux plus en faire. Et quand tu peux plus en faire, ça veut dire que y a quelque chose que tu as mal fait. Quoi. Comment par rapport justement à toujours cette histoire de course à pied de sport, comment t'évites le côté dopamine en fait où t'en veux toujours plus et tu te rends pas compte en fait parce que t'arrives à faire, tu te mets des petits objectifs, t'arrives à faire, du coup c'est super cool et en fait du coup tu te rends pas compte que t'en fais trop en fait. Et comment tu te mets des protections toi, enfin, t'as peut-être pas le cas donc peut-être que t'as pas cette solution là, mais est-ce que t'as des trucs où tu vois que tu sais, c'est encore 10 minutes, et tu joues à Skyrim, je rentre dans une grotte et 4 heures après, t'es encore en train alors que t'as d'autres choses à faire. Alors, moi, comment je gère ça, c'est peut-être pas la meilleure façon de gérer, mais moi, comment je gère ça, c'est qu'en général, les side projects, j'en fais pas beaucoup, finalement. C'est juste que quand je trouve une idée, je suis complètement taré et j'y passe énormément de temps sur une petite période. Et après, pendant des semaines, voire même des mois, je fais rien du tout. Il y a certaines personnes qui sont plus à se dire, OK, ça marche plus pour eux. OK, moi, je vais me bloquer 1 à 2 heures par semaine. Toujours au même moment, toujours à ce moment-là, c'est 1 heure à 2 heures et je vais faire ça. Tu peux aussi faire la protection avec ça. Je pense que ça, encore une fois, là on revient sur le sujet du temps et pour pas trop en passer, c'est quelque chose qui est complexe et c'est quelque chose qui c'est par rapport au cas par cas. Je veux dire, moi, quand je te dis, je vais passer des heures et des heures sur un petit laps de temps, ça va pas aller pour des gens qui ont des enfants, par exemple. Tu peux pas faire ça quand tu as des enfants. Donc, ça dépend des gens, mais voilà. Donc, soit faire quelque chose de très concentré, mais très espacé, soit faire quelque chose de très régulier qui va permettre, avec un temps à chaque fois défini, genre 1 heure ou 2. Et tu te donnes des objectifs fonctionnels sur ces heures ou 2. Là, c'est une question qui avait été posée tout à l'heure. Et tu peux peut-être même élargir. C'est qu'est-ce qui se passe au bout de 2 heures? Est-ce que tu arrêtes le truc si jamais t'as pas fini? Est-ce que tu te forces à livrer ou voilà, comment tu gères ça? Alors, ouais, moi, ce que je fais justement quand j'ai pas le temps et que je fais des petits trucs, je me dis, OK, là, ce soir, j'ai 2 heures, je vais faire 2 heures, que ça soit fini ou pas fini, peu importe. Je vais passer 2 heures sur ça. Si j'estime que c'est fini, je livre, entre guillemets, je livre. Et puis c'est fait. Si j'estime que c'est pas fini, je ferai ça 2 heures plus tard, soit la semaine prochaine, soit demain, soit etc. Mais je bloque un espace de temps. Quand c'est quelque chose que je sais que ça va me prendre pas beaucoup de temps. Quand j'ai un véritable effet fuite, comme je t'ai dit, là, je suis peut-être pas le mieux placé pour répondre à cette question parce que je peux passer beaucoup de temps dessus. Il y a une autre question qui revient un peu ça, c'est en fait, du coup, tout à l'heure tu disais, voilà, comment tu trouves des idées, le but c'est d'aller dans le fun et pour les gens, éviter de faire une to-do list et tout, donc ça c'est pour ceux qui n'ont pas trop d'idées finalement, mais qu'est-ce que si on a plein d'idées en fait et qu'on veut tout faire à la fois, comment on évite de s'embrouiller parce que en fait pour prendre un exemple, comment tu fais un side project, te rendre compte qu'il te faut une librairie, faire une librairie, te rendre compte que la librairie, ça serait bien de faire un package. Voilà, comment tu pars pas dans les poupées russes, je pense, et comment, voilà, c'est la question, c'est est-ce qu'il faut se forcer à restreindre quand on a envie d'en faire d'autres, quand on a envie de faire même d'autres projets, justement, ce côté, un projet qui donne envie à un autre projet. Enfin, comment tu te drives? Non, c'est juste le fun qui te drive ou tu arrives à te driver un peu différemment? Ça, c'est super compliqué. Là, c'est vraiment le problème inverse. Parce qu'en fait, la plupart des gens n'ont pas d'idées. C'est assez rare les gens qui ont énormément d'idées, qui ont plein de trucs, qui veulent faire plein de trucs. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est très fréquent de voir des gens qui passent qu'on appelle ça, d'idée en idée. C'est un peu triste parce que du coup, tu finis jamais rien. Et le seul conseil que je peux te donner, c'est toujours regarder essayer de voir c'est quoi le plus important pour vous, quel est le sujet qui va vous donner le plus de plaisir et
se fixer un objectif un petit peu, faut un petit peu se forcer là, parce que quand tu as du choix comme ça veut dire que tu as du choix et ça veut dire qu'il faut se forcer à faire un choix en particulier. Et je dirais que ouais, il faut peut-être là, c'est peut-être le seul moment où il faudrait essayer de se forcer à en faire un et à au moins sortir la plus petite version de ce projet-là. La plus petite version de ce projet-là, mais juste essayer de le sortir et essayer de se concentrer sur un seul. Et en fait, le problème, c'est que ça, je peux pas, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de tips magiques pour ça. Tu peux pas, quand tu as envie de tout faire, c'est compliqué. J'ai pas de vraie réponse là-dessus. Je peux juste vous dire, essayez de se concentrer, essayez de se forcer sur un seul. Et c'est très compliqué à faire. Alors, tout à l'heure, il y avait une remarque là-dessus sur les points, on va dire, communs avec l'approche Lean Startup et le côté itératif. C'est ce que toi tu dis, c'est clairement faites des petites itérations, livrez-les, finissez des trucs plus tôt possible pour après avoir envie de continuer. C'est un peu ça. Oui. Exact. C'est ça, c'est et je suis le premier à vouloir justement faire ah, on peut faire ça, c'est dire non, je termine juste ce tout petit truc là, je le finis et demain je fais le truc cool. Le deuxième truc cool et puis demain le troisième truc cool, etc. Oui, je suis d'accord. C'est super dur à faire, mais faut un peu se forcer, je pense. Il y avait une question tout à l'heure sur la motivation, sur le côté n'as-tu pas peur à un moment d'être plus motivé par tes side projects que par ton taf et finalement de casser un peu l'équilibre et d'avoir envie de passer plus de temps sur tes side projects, quitte à mettre un peu de côté ton taf? Alors, je vais le dire franchement, ça m'est déjà arrivé. C'est entre nous, c'est entre nous. C'est entre nous, il n'y a personne qui regarde. Ça m'est déjà arrivé, je ne vais pas dire où. Ça m'est déjà arrivé et mais c'est assez rare parce que en fait, pour avoir un side project qui donne vraiment l'effet FF8, comme je disais, c'est compliqué. Et quand on a un, bon, pour moi, je sais que c'est très difficile c'est très difficile à passer outre. Et il est peut-être possible que ça m'est arrivé de prendre un jour de congé une fois pour parce qu'en fait je me suis rendu compte que je regardais ce que je pouvais faire sur mon side project quand j'étais au boulot. Là, je me renseignais sur ce que j'allais faire le soir en fait. Et mais honnêtement, ce cas de figure là, il est tellement rare parce que pour avoir un projet et un sujet qui va autant t'envahir la tête, c'est que tu as trouvé quelque chose que tu vas finir quoi qu'il arrive. C'est sûr et certain. Donc, oui, là c'est pareil, j'ai pas de réponse à te donner parce que je suis le premier à tomber dans le panneau et parfois à penser à des side projects quand je suis au travail. Oui, j'ai aucun. Mais ça te dégoûte pas de ton taf, c'était un peu ça la question derrière aussi. Non, parce que t'as pas peur d'avoir envie de changer, de quitter ton taf pour ton side project Non, parce que souvent, après moi hein, personnellement, c'est toi la star ce soir, donc voilà, c'est à toi qu'on pose les questions. Moi, fréquemment, mes projets sont soit pas monétisables du tout, soit très difficilement monétisables, et donc c'est pas quelque chose que je vais pouvoir arrêter mon travail juste pour faire ça. Si vous avez un projet qui vous obsède autant et qui en plus est fortement monétisable, alors là, je ne peux rien vous dire. C'est juste que vous avez trouvé un truc incroyable et que peut-être que vous allez quitter votre travail dans pas longtemps. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc, ouais. Mais moi, comment je fais, c'est comme je disais tout à l'heure, je passe un laps de temps assez limité sur chaque projet parce que je passe énormément de temps dessus. Et après ce laps de temps-là, je ne fais plus rien. Ce qui fait que c'est vraiment compartimenté en fait. Je compartimente vraiment le temps que je passe sur les side projects et du coup, ça n'envahit pas toute ma vie, tout simplement. Donc ça peut me donner envie, disons, de changer le travail pendant 2 semaines, mais après ces 2 semaines-là, c'est fini. C'est juste ça. Petite question aussi motivation, on peut piocher dedans. Là, il y en avait une autre sur comment tu passes le côté, tu es désespéré quand tu découvres que quelqu'un l'a déjà fait. Et à chaque fois que tu testes un nouveau side project, quelqu'un l'a toujours déjà fait. Voilà, comment tu passes outre ça pour quand même faire ton side project? C'est drôle parce que le dernier side project que j'ai fait, là, c'est le You Smile, You Lose. Et j'avais vraiment l'impression d'être un pionnier, tu vois. J'avais vraiment l'impression d'avoir eu cette idée avant tout le monde. Et donc, j'ai livré le projet. C'était super.
Et je le mets sur GitHub, et je vais sur GitHub et je vois une issue sur mon GitHub, sur le projet en question. Et je vois un mec qui pose son projet, qui dit « Je l'avais fait avant toi ». Il me met juste ça. Je clique sur son projet. D'ailleurs, si vous allez sur le GitHub de You Smile You Lose, vous allez voir le projet. Je clique sur son projet et je vois que son projet est 100 fois mieux que le mien. C'est un truc fait en React.js et tout. Ça prend un screenshot de toi. Il est 100 fois mieux que ce que j'ai fait. C'est 100 fois mieux. C'est 100 fois mieux fait. Ça marche 10 fois mieux. Et en fait, le truc, c'est que encore une fois, là c'est un peu la frontière entre est-ce que tu veux vraiment faire un side project ou alors tu veux faire de l'argent. Les deux, c'est bien, hein, je ne suis pas en train de juger, mais si quelqu'un a déjà fait ton projet, c'est pas grave, on s'en fout. Si toi, ça t'amuse de faire ta version des choses, ta version de comment ça devrait être, et ne pas utiliser quelque chose que quelqu'un a fait alors que toi, tu penses que ça ne devrait pas exactement être comme ça, etc., c'est une motivation suffisante pour moi, en tout cas, pour continuer, même si c'est déjà fait. Si par contre c'est déjà fait, il y a de l'argent, et ben ça te fait un concurrent, c'est tout. Il y avait une question de Rock the Goat. Alors, tu as un petit peu répondu dans le truc, mais je vais quand même la poser pour voir s'il y a un peu plus de précision. Il dit, ça va peut-être être un peu hors sujet, mais est-ce que tu n'as pas l'impression que des fois, le side project devient barbant, car ça devient quelque chose de très demandé lors des entretiens d'embauche? Perso, en sortie d'école, ça remonte. Si tu n'avais pas de side project en entretien, tu étais un peu refoulé. Et du coup, en gros, c'est ce sentiment-là. Alors, je pense que tu as répondu avec le côté fun, mais est-ce que ce sentiment de si tu fais un side project qui va te servir pour être jugé lors d'un futur entretien et du coup ça te retient de mettre du code un peu sale et que non, faut que ce soit propre parce qu'en fait ça va être ta carte de visite et que c'est ça qui te dit bah je préfère rien mettre plutôt que d'avoir un truc qui va me juger alors que j'ai fait le truc avec en 2 heures à l'arrache voilà. Ouais, ça concerne surtout les développeurs juniors. Là, on sait très bien que le marché des développeurs juniors aujourd'hui est devenu super compétitif. Il y a vraiment beaucoup de gens pour très peu de postes. Pour les postes de développeurs juniors, après, quand tu es plus junior, c'est Byzance, tu vois, mais quand tu es développeur junior, et c'est vrai que maintenant, c'est de plus en plus, ils en veulent tous. Moi, à mon époque, ils en voulaient pas trop. Là, maintenant, ils en veulent tous. Et malheureusement, c'est vrai que moi, mon talk aujourd'hui, il était vachement destiné à pas forcément des développeurs juniors. Parce que si j'aurais dû, c'est vrai que je vais le modifier, hein. Je devrais faire une slide qui explique pour les développeurs juniors que malheureusement, il y a un peu un côté exception pour eux. Et il y a un peu un côté, malheureusement, vous ne pouvez pas que compter sur le fun. Parce que le recrutement, c'est pas le fun, tu vois. C'est quelque chose qui va, en effet, vous êtes demandé et c'est quelque chose qu'il faut faire attention avec. Moi, le code que j'ai fait dans le trou de verre, là, c'est regardable, mais je l'envoie pas en code review, tu vois. Je l'envoie pas en code review à mes collègues, je vais le refactorer. Donc, c'est pas quelque chose que j'avais en tête, mais en effet, quand tu es junior, oui, complètement. Et malheureusement, oui, ça va être barbant, et malheureusement, oui, ils vont regarder le code. Donc, malheureusement, c'est vraiment pour les juniors, c'est quelque chose, peut-être va passer par là de façon un petit peu obligée. Après c'est quand même bien d'avoir un côté fun qui drive mais complètement, par contre, complètement. Oui, complètement. Si tu peux avoir le fun en plus, bah, c'est super. Mais malheureusement, il y a en fait, le fun marche vraiment quand tu n'es pas obligé. Ouais. Quand tu es obligé, c'est très difficile de s'obliger à avoir du fun. Tu vois. Et malheureusement, c'est le marché du travail qui veut ça. Et c'est pas moi qui décide de comment fonctionne le marché du travail. Heureusement, parce que ça serait le bordel, je vous le dis. Après, pour être de l'autre côté de la barrière et recruter, ce qu'on demande en fait aux gens, c'est finalement d'avoir tenté des choses, d'expérimenter des choses. Et après, regarder le code d'un side project, c'est déjà qu'il y a eu des side projects, c'est déjà qu'ils ont tenté des trucs. Donc déjà, ça passe dans le top 10 des candidats. Non, moi, je vais plutôt regarder si leur site, c'est un template ou pas, en vrai. Savoir s'ils ont transpiré pour le faire ou s'ils ont pris un truc. Ok, ils ont un site déjà. Mais je préfère des fois un site un peu crado fait soi-même qu'un template nickel. Voilà, en recrutement, je parle. Donc, oui,
Moi, pour feedback aussi là-dessus, c'est mieux d'avoir un truc qui fait un peu fini et justement, même si c'est codé vite fait, plutôt qu'avoir un code propre avec un truc qui a jamais fini et qui tourne pas, tu vois. Mais que c'est juste un exercice. En effet. Donc ça dépend, faut pas non plus voir. Mais après, ça dépend des boîtes aussi, ça dépend de l'objectif, ça dépend de pas mal de choses. Mais oui, il y a cette petite subtilité sur le dev junior, mais essayer de faire des trucs fun quand même. Par contre, essayer de les finir. Justement, faites des petits objectifs, essayer de les finir. Après, je rebondis sur ce que tu as dit. J'ai l'impression qu'on est peut-être d'accord là-dessus, mais tu vas me dire, moi, plus ça va, plus mes side projects, je le fais pas pour le code, et au contraire, le code, je m'en fous en fait un petit peu. Et c'est vrai que je pense que quand on est junior, on a envie de faire un side project pour apprendre une techno, pour le syndrome de l'imposteur aussi que tu expliquais tout à l'heure, parce que on voit tout le monde plus fort que soi. Et plus ça va, plus on a juste envie de faire des trucs comme tu dis pour le fun, pour les finir. Pour moi, perso, que ce soit utile. Toi, je sais que j'avais lu ton article, tu disais l'utile, c'est même pas ce qui va te motiver forcément. Tu veux surtout le faire pour t'amuser. Mais voilà, comment aujourd'hui tu vois l'aspect technique et l'aspect crado du code, entre guillemets, voilà, pour faire un raccourci. Alors, il y a un truc aussi important à comprendre, c'est que peut-être que pour les développeurs juniors aussi, le seul fait de pratiquer des concepts, le seul fait de pratiquer des choses, de travailler sur des frameworks qu'ils ne connaissent pas, etc., le seul fait de faire ça, déjà, il y a un travail qui se fait dans la tête et il y a un apprentissage qui se fait dans la tête. Et je ne mettrai pas je mettrai pas tout mon argent sur la qualité du code à ce moment-là. Je mettrai surtout mon argent sur il a pratiqué et puis ça a permis de mieux qu'il soit plus préparé à ce que je lui propose aujourd'hui. Ouais. Le problème, c'est que malheureusement, je reviens toujours là-dessus, mais c'est vrai, tant qu'il y aura une sorte de contrainte, ça va être dur de finir les projets et je fais que me répéter, mais si vous êtes junior, je suis désolé, il va falloir vous forcer un peu. J'aime pas dire ça, mais c'est malheureusement un petit peu vrai. On va pas commencer à mentir aux gens, je pense. Du coup, pour rebondir un peu sur le côté technique, on a une question de Aurel, je suppose, qui dit merci déjà pour la presse, et qui dit un peu comment gérer le déploiement dans Side Project. Donc, je suppose qu'il n'est pas sysadmin. C'est toujours l'étape qui me freine, s'il y a des ressources, des liens et tout, des articles pour pas passer des heures à administrer une plateforme. Il n'est pas sysadmin, je suppose qu'il fait peut-être du front, du back, mais qu'en gros, ça le fait kiffer de faire des trucs, mais à la fin, pour vraiment finir et le mettre face à tout le monde, en gros, c'est la partie où les gens, où il a l'air d'abandonner, et je comprends le concept. Aujourd'hui, c'est plus simple, mais c'est vrai que ça peut être la partie un peu rebutante ok, ça marche sur ma machine, c'est cool et j'aimerais le partager, mais là, ça devient du travail, quoi. Ouais, alors il y a plusieurs choses à voir. C'est déjà quel est le type de projet, de quoi tu as besoin. Est-ce que tu as besoin d'un back-end? Le seul fait d'avoir besoin d'un back-end, on ne parle plus du tout de la même histoire. Et il y a aujourd'hui, le problème, c'est que le monde entre guillemets du déploiement, du DevOps, il y a 1 million de façons de faire les choses, plus ou moins chères et plus ou moins utiles et plus ou moins compliquées. En général, moins c'est compliqué à mettre en place, plus c'est cher. Ça semble évident, mais par exemple, je donne un exemple. Si tu veux juste déployer un site statique, tu peux déployer un site statique en quelques et que tu veux pas le mettre sur un truc genre Netlify ou un truc qui t'appartient pas. Si tu veux que ça t'appartient complètement, avec un truc Amazon S3 et Cloudflare, ça suffit. Et tu auras un truc avec une protection une protection d'attaque, etc. Tu auras tout ce que tu veux en fait. Si par exemple tu veux aller plus loin et faire qu'on appelle ça du back-end, etc. Ne commence pas à regarder des choses genre Kubernetes ou des choses comme ça, des trucs absolument incroyables. Je dirais de commencer à s'intéresser à la virtualisation et aller voir comment ça fonctionne Amazon, etc., et commencer à apprendre. Déjà, essaye juste de le faire. Ah oui, ça c'est super ça. Juste essaye de le faire tourner en local dans un Docker Compose. Essaye juste de monter une base de données, essaye juste de monter un serveur dans un Docker Compose et juste entre guillemets, de le déployer chez toi. Rien que le fait de faire ça, parce que ça va te faire fonctionner, ça va te faire comprendre plusieurs choses comme Docker, les ports, comment exposer des choses, etc., etc. Rien que ça, déjà, ça va être un énorme step-up
pour ce qui t'attend après dans tout ce qui est le déploiement, parce que tu auras déjà les bases des bases. Tu vois. À mon sens, commencer par ça, commencer par les bases, commencer par comprendre pourquoi ça fonctionne, et ensuite aller vers appelle ça des services qui te permettent de déployer des Docker ou des choses comme ça, comme AWS, comme plein de choses différentes. Mais malheureusement, c'est pas un sujet facile. Je peux pas te dire va à tel endroit, c'est bien pour tout. Non, ça dépend de ton besoin en fait. Ça dépend grandement de ton besoin et combien de personnes vont passer sur ton site, quel type de personnes. Enfin, il y a beaucoup de choses à prendre en compte avant de faire un déploiement. Et toi, tu fais comment du coup alors, comment tu gères toi la maintenance de tes projets, l'hébergement comment tu t'organises avec ça? Alors, par exemple, là, pour le blog, moi, comme tu sais, je suis sur Amazon, j'ai un EC2 que je gère normalement via l'interface et en SSH. Pour les sites en statique, comme je disais, je mets mon site sur un bucket S3 et après, je le sers via Cloudflare. Avec les DNS, tu peux faire en sorte qu'il va servir directement sur l'Amazon S3. Tu n'as même pas besoin de CloudFront pour le faire. Et quand je veux aller un petit peu plus loin, moi en fait, au travail, je travaille beaucoup avec AWS. Et donc, je suis toujours là à lancer des EC2 un peu partout sur AWS. Et donc, moi, c'est ce que je fais quand j'ai besoin d'un backend en général. Soit je fais une fonction cloud, là, quand vraiment c'est un tout petit backend, soit une lambda, soit je monte un EC2 et puis je monte un serveur comme ça. Donc, moi, c'est très Amazon Cloud. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Je vais donner un petit feedback de développeur front. Il y a quelques années, c'était pas facile. Il fallait soit prendre un hébergement mutualisé ou autre. Maintenant, si jamais c'est du pur site statique, donc du HTML, du CSS, du JavaScript, Netlify, il n'y a même pas besoin de connaître Git. Un glisser-déposer du dossier, ça déploie. Donc, c'est quand même assez, avec du HTTPS, etc. Donc, c'est quand même, et tout ça gratuitement. Donc, c'est quand même assez fort. Et si vous faites du Next.js avec un petit peu de back, du Node, etc., juste pour bidouiller, hein, je parle pas, Vercel et reste gratuit et reste agréable. Et après, pour tous les autres trucs, il y a soit vers le mutualisé, soit vers le cloud. Il y a Clever Cloud qui est quand même relativement assez accessible en fonction des différents niveaux. Je sais pas la question qui est le truc, mais voilà, c'est sûr que, pour moi, par exemple, déployer dans Amazon, etc., c'est la partie qui va me rebuter. Donc, je suis content d'avoir la partie, je connecte mon GitHub et c'est déployé. mais voilà, après, ça va être en fonction des appétences. Mais je trouve qu'aujourd'hui, il y a une belle offre quand même de trucs un peu simples en fonction des compétences, que ça soit plus technique ou moins technique. En fait, le truc, c'est que Netlify, c'est génial, c'est super. Les solutions comme Netlify, c'est super, c'est génial. Mais moi, personnellement, ça me rebute parce que c'est comme si je postais un article sur Medium. Ça ne m'appartient pas, en fait. Je sais que ça ne m'appartient pas et c'est quelqu'un d'autre qui le gère. Et alors, c'est peut-être mon côté back-end DevOps qui parle, mais je supporte pas quand quelqu'un gère mes affaires, en fait. Je suis content qu'en 2 heures, ça soit déployé. Mon truc que j'ai fait en 2 heures soit déployé, le jour où je voudrais. Par contre, c'est très pratique. C'est très pratique. Ça passait plus de temps à déployer qu'à faire le truc, quoi. Mais chacun ses appétences, et justement, je trouve qu'aujourd'hui, il y a un peu pour tous les goûts. Là où il y a quelques années, c'était un peu, t'avais un serveur où soit le mutualiser pour le simple, soit avec tout qui était fait, soit un serveur, et puis vas-y, va installer le truc, quoi. Alors, je me permets de rebondir avec une remarque du chat. Mehdi, et Amazon, du coup, ça t'appartient? Alors non, mais si je veux le casser, je peux le casser moi-même. Okay, je peux aller en SSH et tout casser. Que si je vais sur Netlify, je peux pas casser en SSH ces choses. Mais non, mais je comprends la remarque. Oui, non, le EC2 m'appartient pas non plus, et puis en plus je le paye, tu vois. Mais j'ai plus de contrôle dessus quand même. Après, moi je le vois des fois comme ça, mais j'essaye de pas mélanger tous les sujets en même temps. Si je fais un truc utile, je vais sur l'utile et autre, mais des fois les side projects, ça peut aussi te permettre de toucher à des trucs que tu n'as pas l'habitude. Quelqu'un parlait dans le chat de monter un cluster de Raspberry. Il y en a qui le font pour le fun et voilà, ça c'est de l'expérience. Moi perso, je préfère monter mes serveurs. Je préfère transpirer quand il y a 1 million de visiteurs qui arrivent dessus et voir et gagner en expérience en fait. Et j'ai 2 projets comme ça. J'en ai un où j'ai dû monter une 40aine d'instances pour que le truc il marche, et j'en ai un autre que vous connaissez tous en ce moment là, qui est passé aux 20 heures de TF1. Et à ce moment-là, c'est vrai que ça m'aurait embêté que quelqu'un d'autre gère le serveur. J'aurais préféré qu'il crache et que je me dise bon je m'en doutais, ou que ça passe et je me dise quand même.
Mais enfin voilà, je sais pas si toi, tu as aussi ce petit truc des fois de tenter un truc technique en te disant, bah voilà, ce side project va me permettre techniquement de voir là où je suis mauvais. Bon, tu l'as dit sur Three.js ou sur d'autres trucs où tu étais back et tu as fait du front, mais enfin, moi perso, je préfère effectivement avoir la main et transpirer un peu et voir si ça passe ou pas. Mais Bah, je suis un peu comme toi, mais je veux dire, pour les gens qui sont un peu plus front-end, je comprends tout à fait qu'ils veulent éviter absolument ce genre de truc. Et oui, c'est fou d'ailleurs. Est-ce qu'on pourrait pas parler de ton projet là? C'est passé au JT de TF1, c'est fou. bah, je pense qu'on pourrait faire une conf dessus, donc limite, abonnez-vous à Twitch. Je sais pas où est la cloche bleue, il n'y en a pas sur Twitch. Je reviendrai et limite, on inverse, c'est toi qui poses les questions et j'y réponds. Ah bah oui, je veux bien. Moi, je veux bien une conf qui explique comment d'un side project t'es passé au JTF1 avec un side project. Moi, mes side projects, ils passent jamais au JT de TF1. Alors et Ratoum, je suis pas passé au JT, c'est Non, le projet, site qui est passé. Ouais, voilà. J'ai refusé. Trop. Bah, du coup, si vous êtes sur Twitch, abonnez-vous. Si vous êtes sur YouTube, abonnez-vous, mettez la cloche, tout ça. Comme ça, on en reparlera peut-être. Du coup, Ouais, non, mais reprenons les avec questions. plaisir. Non, vas-y, je voulais reposer une Oui. question, mais vas-y, Yvan, Ouais. t'en as pris une avant moi. J'en avais une qui était de KevDev7 qui dit: as-tu des conseils différents ou autres pour des side projects à plusieurs, notamment quand une ou plusieurs personnes du projet sont en perte de motivation ou dispo? Est-ce que du side project à plusieurs, ça devient du side project? C'est toujours du side project. Première question, peut-être. Alors, non, je n'ai pas de conseil pour toi. Parce que je vais être totalement honnête. Moi, mes side projects, ce que j'aime dans le side project, c'est j'ai peut-être un problème, hein. C'est un peu le contrôle absolu sur ce que je fais. C'est-à-dire que s'il y a un truc que même c'est mieux de le faire, je ne vais pas le faire parce que j'ai pas envie de le faire. Tu vois, c'est juste que j'ai une liberté, un contrôle total sur ce que je fais. Et ça, c'est vraiment quelque chose que, bah, tu sais, moi je travaille à Ubisoft et Ubisoft c'est une énorme boîte. Et ça m'est déjà arrivé qu'on me donne la responsabilité de presque tout un projet, ce qui était fou, tu vois. Mais la plupart du temps, tu travailles sur un petit bout d'une chose et c'est pas toi qui décides ce qu'il y a au-dessus, ce qu'il y a en dessous. Et c'est quelque chose que c'est absolument le contraire dans un side project. Il y a le problème de travailler avec d'autres gens. Ça peut être très très fun, mais je pense qu'il faut déjà bien connaître ces gens-là et il faut que tout le monde soit vraiment motivé pour le projet. Donc, j'ai pas vraiment de conseils à te donner pour motiver tes potes. Tout ce que je peux te dire, c'est que la prochaine fois, fais-le tout seul. Dans un autre domaine, tu peux les payer et du coup, ça devient un travail pour eux. Ouais, bah si t'en es à les payer pour un side project, c'est que vous n'avez pas choisi le bon sujet, peut-être. Mais oui, alors peut-être tu sais, moi c'est ce que je faisais à un moment donné. Je dis ça, mais à un moment donné, je l'ai fait avec deux collègues à moi. Et ce qu'on faisait, c'est tout simple. Je crois que c'était une fois par mois ou 2 fois par mois. Je crois que c'était 2 fois par mois. On allait boire une bière ou alors on allait chez un de nous trois. Et on racontait ce qu'on avait fait et où on était. Et en fait, le seul fait d'avoir ce rendez-vous-là, le seul fait d'avoir entre guillemets, pas d'avoir à se justifier, mais de devoir dire aux autres qui travaillent, écoutez, les deux autres là, moi j'ai rien foutu, je vous emmerde. Le seul fait de devoir dire ça, ça nous poussait à faire quelque chose. Et c'est vrai que ça a pas mal fonctionné de se faire ces petits points. Ouais, on faisait des petits points. Parce que si plus personne n'en parle et on fait genre ça n'existe pas, ben, le projet va mourir avec. Après, ça c'est intéressant parce que c'est un projet fait avec des gens d'expérience à plusieurs. Et je pense que là, les questions sont aussi pas mal de juniors. Et c'est vrai que quand on est. Enfin, moi, perso, quand j'ai débuté, les potes de promo, on faisait des projets tout le temps. Je vous sortirai la liste des 500 projets qu'on a fait et qu'on n'a jamais terminé. Et j'ai même été jusqu'à avoir un projet avec des gens que j'ai jamais connus d'ailleurs. Enfin, traîner sur des forums, on échangeait, on passait des soirées sur MSN à discuter. Et un projet qui a duré 2 ans, qu'on n'a jamais sorti. Finalement, ça t'apprend plein de trucs. Ça t'apprend qu'MSN, ça te bouffe la vie, donc Slack aujourd'hui. Que tu peux passer une soirée à discuter avec des gens et refaire le monde sur un truc que déjà des gens ont déjà défini depuis longtemps, les algos existent déjà, etc. Donc je pense qu'il y a un côté rassurant de faire un projet à plusieurs quand on débute, mais c'est vrai qu'en fait, un side project à plusieurs, c'est plus vraiment sur ton temps libre, c'est du temps en accord, avec des discussions, donc peut-être que ça dérape un peu, ouais,
Mais c'est compliqué, je pense, perso, à plusieurs. Et moi, j'ai le même problème que toi, du coup. On me dit toujours, et pourquoi tes side projects sont pas open source? Parce que j'ai pas envie de le partager, de gérer des gens, en fait, de gérer des contributions, j'ai envie de le bouton, de le mettre là et de tester et de voir les retours. Et peut-être qu'effectivement, il y a un côté, c'est perso quand même, d'une certaine manière, un side project, parce que tu as envie d'y mettre ce que tu veux, en fait. Je te rejoins là-dessus. Donc, Complètement. Je suis sûr que le faire à plusieurs, j'ai essayé plusieurs fois, ça a marché une seule fois, et puis j'étais content que ça s'arrête parce que j'avais pas un contrôle total du truc. Mais ouais, je comprends, je te rejoins complètement là-dessus. Il y en a qui confirment sur le chat que c'est motivant, mais qu'il y a le côté où quand plus personne avance, voilà, ça tombe un peu à l'eau. C'est un peu une hache à double tranchant, tu vois. Il y a pas mal de questions de débutants. On revient un petit peu en arrière, mais finalement sur les entretiens, en fait. Alors c'est un peu aussi hors sujet, entre guillemets, mais la question, si tu es junior, du coup, tu conseillerais plutôt de ne pas mettre le code sur GitHub et montrer, entre guillemets, ton projet. Et je crois qu'il y en avait une autre qui était un peu dans le même style, ou est-ce que tu conseillerais plutôt d'attaquer sur des projets existants, donc plutôt, je pense, open source dans l'idée, voire même attaquer sur les projets open source, des gros projets, mais plutôt faire de la documentation plutôt que du code. Enfin voilà, est-ce que tu as des conseils plus sur le side project et l'entretien pour un junior, même si tu en as déjà un peu parlé? Je vais un peu répéter ce que tu as dit tout à l'heure et qui je trouve était très très pertinent. Je pense que c'est plus le côté voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai construit et pas forcément commencer. Alors c'est sûr que si tu arrives non seulement avec quelque chose que tu as fait, avec un super beau code, c'est sûr que c'est mieux. Et il est possible qu'il te demande un petit peu un bout de code, tu vois. Bon. Mais le seul fait déjà si tu as déjà arrivé à faire l'effort de construire quelque chose de tes mains, ça veut dire que tu as fait l'effort intellectuel de vraiment construire cette pyramide qui est devenue soit un site internet, soit une application. Rien que ça, je pense que tu peux y aller comme ça et je pense que c'est pas le fait d'avoir pas le meilleur code du monde, je pense pas du tout que ça va être rédhibitoire pour ton entretien. Pourquoi? Parce que je pense pas qu'on attend des juniors développeurs qui fassent quelque chose de parfait. Parce que de toute façon, ils savent, quand tu vas arriver dans une entreprise, quand tu vas recruter sur une entreprise, les gens savent très bien que tu es là pour être formé. S'ils s'attendent à ce que tu sois absolument parfait quand tu es développeur junior, c'est qu'il y a un problème avec eux et pas forcément avec toi, tu vois. Si par contre, ils voient que tu es motivé et que tu as fait des choses et que tu as envie d'apprendre des choses, je pense que tu as déjà gagné. Donc, oui, faire des choses. Peut-être que le code en lui-même, que ce soit pas absolument parfait. Alors évidemment, si tu fais caca au milieu de ton code, voilà. Mais juste le minimum, je pense que ils seront déjà aux anges. En tout cas, la plupart des recruteurs seront déjà aux anges. Je ne sais pas ce que tu en penses, Arnaud. Effectivement, j'ai bien aimé l'histoire du caca, parce que c'est vrai que si tu ouvres le code et que tu vois vraiment que c'est le b.a.-ba, grosse faille de sécurité, etc., moi je conseillerais peut-être effectivement à des ultra juniors de plutôt montrer leur motivation, leur envie d'avoir fait un truc, le résultat, que d'aller montrer le code. Impressionner un recruteur en étant junior, en montrant du code de débutant, c'est un peu chaud quand même. Après, à côté de ça, sur notre dernier recrutement, il y avait un code pen ou un truc comme ça dans le CV, et finalement d'aller voir un peu de grid CSS. Alors Julie, si tu es là, coucou. Mais d'aller voir, voilà, de se dire, tiens, elle connaît Flexbox. Voilà, déjà, hop, tu passes dans les 50% plus. Ah tiens, elle a rajouté cette ligne-là. Peut-être qu'elle l'a chopé sur Internet juste avant, mais elle est utiliser l'API HTML qui fait ça. Ça peut avoir du plus. Par contre, sur du back, si on voit vraiment que les requêtes sont dans le HTML, qu'il y a des failles de sécurité, vantez pas trop de votre code s'il est vraiment loin d'être ouais, s'il n'y a pas le b.a.-ba de la sécurité, par exemple, etc., moi, je ferais quand même attention ça peut faire effet soufflé qui retombe assez vite. Mais sincèrement, c'est la motivation qu'on recherche, l'envie d'apprendre, en fait. J'ai partagé tout à l'heure un article parce que j'avais écrit un article pour les débutants où j'avais mis plein d'exemples de petits side projects, de petits trucs à faire pour créer son CV, en fait, pour remplir son CV. Et c'est vrai que finalement, je trouve ce qui est intéressant, c'est le fait d'avoir pratiqué, d'avoir voulu faire plein de choses. Après, rebosser sur un gros projet avec beaucoup de code, de montrer le code, le recruteur, il n'a pas le temps de le lire en plus. Ouais, moi, c'est plutôt mon avis
Je passe vite fait dessus. Si j'ai un bon avis, oui. Si c'est vraiment un mauvais avis, ça va mettre des points négatifs. Mais en vrai, on va pas vraiment étudier en détail. Après, notre dernier recrutement, on a eu en 6 jours 140 candidats. Donc peut-être que si on en a moins, on passe plus de temps dessus. Donc c'est peut-être pas vrai tout le temps non plus. Enfin, et pour le recrutement, je conseille plutôt de savoir bien réagir par rapport à des questions sur le code plutôt qu'avoir un code parfait. Avoir un code parfait, mais dès qu'il y a des questions qui sont posées, en gros, être sur la défensive ou répondre à côté de la plaque parce que finalement, c'est du copier-coller et de pas savoir ce que ça fait. Mieux vaut avoir un code un peu sale, d'avoir une code review. Je sais que ce qu'on faisait, c'est des codes review. On regardait pas le code avant, en fait, on faisait juste une code review avec la personne et il fallait juste voir si la personne elle était capable de réfléchir et de se poser la question, quoi. Donc connaissez votre code justement, même s'il est sale, connaissez bien votre code et n'hésitez pas si on vous demande de dire que voilà, il a été fait rapidement et que vous prenez tous les avis puisque vous êtes junior et du coup d'être ouvert à la critique plutôt que de vouloir dire non, mon code il est parfait, ça marche. Voilà, et être ouvert à la critique et prévenir aussi peut-être qu'il a été fait rapidement et qu'il n'y a pas de souci, que vous êtes prêt à apprendre, quoi. C'est ça qu'on va chercher chez un junior. Enfin, moi, c'est perso, c'est ce qu'on va plus chercher chez un junior. Je pense que Arnaud, tu devrais faire une conf sur comment je recrute des juniors. Je pense que ça serait vraiment un sujet que beaucoup de monde serait intéressé. L'article que j'ai partagé tout à l'heure, c'est en gros comment pourrais-je avoir de l'expérience si personne ne me donne ma chance. C'est une phrase que j'entends, mais Maxime peut confirmer. Dès qu'on a des juniors en recrutement, c'est clairement ça. C'est toujours ouais, mais si vous ne me prenez pas, je ne vais pas avancer. Et ce que j'explique dans l'article, c'est que l'expérience, il ne faut pas confondre ça avec les jobs, en fait. Et quand on fait le parallèle, ce que je dis des fois, c'est voilà, on va prendre un métier comme la pâtisserie, et c'est ce que j'explique dans l'article, c'est de dire, bah, en pâtisserie, moi, si je suis demain, j'embauche un jeune, ok, ils ont tous un CAP pâtisserie ou pas d'ailleurs, enfin, je ne sais pas le niveau. Mais en vrai, toi, tu as fait quoi? Si tu as une chaîne YouTube de pâtisserie, si tu as lancé une petite réunion d'amateurs de pâtisserie dans ta commune, que tu as tenté de faire un truc, que tu as écrit des articles, que tu as essayé des nouvelles recettes, finalement, c'est cette expérience-là qu'il faut valoriser. Et tu le disais tout à l'heure, c'est très concurrentiel, hein, le domaine des devs juniors. Donc, pour ça, c'est un problème. Je ne sais pas comment c'est chez toi, mais en France, clairement, on envoie tous les jeunes en formation parce qu'il manque de développeurs, mais il manque de développeurs formés. Et les formations envoient beaucoup de jeunes du coup sur le marché qui ne trouvent pas forcément de place. Donc, pour moi, pour qu'ils sortent du lot, ils sont obligés malheureusement de s'auto-former par la pratique. Et tu le disais très justement au départ, les Open Classroom et compagnie, les vidéos YouTube, enfin, je ne sais plus comment tu as commencé là-dessus en disant il y a de la théorie, mais si tu passes ta journée à regarder des vidéos YouTube, ça ne va pas te former. Non, ouais. Donc voilà, je pense que la pratique, side project ou autre, après, quand tu n'as pas de projet pro, tout est side project peut-être. Donc bref, il faut en faire, il faut pratiquer. Et pour moi, voilà, c'est le premier vrai conseil à donner, parce que nous, clairement, en entretien, celui qui sait, bah, comme disait juste avant, j'ai perdu ton nom, Yvan. Non, j'ai perdu ta phrase, tu disais connais ton code, voilà, c'est ça. Effectivement, moi, les cas qui me font le plus halluciner, c'est que les gens qui mettent dans leur CV des technos, par exemple, et qui ne savent pas t'en parler, en fait, et qui vont même te répondre oui, ça, on l'a vu en cours. Ouais, en fait, on s'en fout que tu l'aies vu en cours. En vrai, c'est qu'est-ce que tu en connais aujourd'hui. Et là-dessus, nous, nos entretiens, on a des questions techniques hein, chez WixiWeb. En fait, les questions techniques, c'est les candidats qui se les posent, en fait, parce qu'on les fait parler et sur toutes les technos qu'ils choisissent, on pose des questions sur ce qu'ils choisissent. Donc, c'est là où la remarque de connais ton code, elle est totalement pertinente, en fait. Ouais. Voilà, petite précision. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, là, j'ai pas regardé le chat. Il y a d'autres questions qui s'éloignent un petit peu du side project. Alors, il y a une question qui est en train d'être écrite là. Qui était un side project trop abouti ne peut-il pas faire peur aux recruteurs, manque de motifs, préférer side project qu'aller bosser. Vraiment, enfin moi en tant qu'avoir fait du recrutement, j'ai jamais vu trop de side project ou trop abouti ou trop bien fait ou autre. Enfin, mais bon après peut-être que je sais trop pas. Abouti, non. Mehdi, t'as un avis là-dessus? Honnêtement, je pense que le vrai problème, le gros problème, c'est que la plupart des gens n'ont pas de side project parce que c'est quelque chose qui est une corvée pour eux. Donc, j'ai jamais vu
quelqu'un me parler d'un projet trop abouti, un recruteur ou quoi qui que ce soit, même un développeur me parler d'un projet trop abouti, je pense qu'il y a de la marge. Et je pense qu'il n'y a pas de problème. Vous pouvez y aller franchement. J'ai peut-être deux remarques sur ce point-là. C'est effectivement, moi, pour l'avoir vécu, j'avais paralysé mon taf avec une auto-entreprise. Et peut-être qu'effectivement, aujourd'hui, quand je vois, si je vois un candidat qui est en auto-entreprise et qui a une activité professionnelle obligatoire, enfin, avec des gens qui vont l'embêter, ça peut faire un peu peur qu'il soit pris dans son quotidien avec une activité à côté. Pas vraiment un side project, vraiment un engagement professionnel à côté. Et après, alors attends, elle était où la question? Je bouge toutes les questions là. Je sais plus c'était quoi, comment elle était formulée, mais non, après, nous, on a déjà eu des cas. C'est pas des side projects de code, c'est des gens qui ont trop abouti, des side projects pas de code en fait. Alors, peut-être qu'il est là ce soir. On a eu un candidat, par exemple, qui faisait je sais pas comment on fait, mais des photos de Playmobil, qui faisait des courts-métrages en bougeant des Playmobil. C'est génial. On regarde ce truc-là, on est fan. Et on en a plein comme ça qui ont des trucs géniaux. Mais quand tu lis le CV, tu te dis, ouais, tu as plein d'expérience là-dedans, mais tu n'as rien en dev, ça peut desservir dans le CV. C'est juste ça que j'ai envie de dire, c'est que des fois, il y a des gens, tu as envie de leur dire, mais ok, tu es fort dans ton truc, mais nous, on regarde plutôt la partie dev en premier quand même. Et essayer de faire en sorte que votre CV ne soit pas votre biographie. C'est un ticket d'entrée pour un entretien, donc il faut que ça corresponde au poste. Voilà, c'est juste le petit truc que je voulais dire là-dessus. Mais... Et c'est fou parce que, comme je disais tout à l'heure, s'il avait utilisé cette passion qu'il a pour faire ses vidéos et qu'il avait trouvé un moyen d'utiliser du code avec ça, mais c'est fou ce que tu peux faire avec ça. J'ai un million d'idées qui viennent instantanément, tu vois. Il aurait pu essayer de faire rentrer ce côté hors sujet à fond dans le sujet. C'est dommage. Enfin, il aurait pu faire quelque chose d'absolument incroyable. Une remarque intéressante là, qui vient de tomber, parce que moi je l'ai vécu, mais pas avec les pintes. Il y en a un qui dit quand j'étais étudiant, je préférais boire des pintes que écrire du code en fait. Et moi, si je fais le parallèle avec moi, en fait, il y a le côté on rentre dans une promo avec des informaticiens, on va jouer aux jeux vidéo. Et en fait, moi je m'étais fait une remarque toute bête. Je me disais, ce soir, si je joue pas à Call of Duty, voilà, ça c'était mon époque. Qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux rajouter dans mon CV, et je passais une soirée à faire un side project plutôt que, alors je codais quand même, enfin je jouais quand même, mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'étudiants finalement qui passent des soirées étudiants ou soirées jeux vidéo en ce moment, même quand on donne des cours on le voit de plus en plus, et peut-être qu'il faudrait aussi trouver un équilibre pour se faire son CV avant de sortir d'école. Qu'est-ce que tu en penses un peu? Tu as parlé plus d'alcoolémie que de jeux vidéo, mais... mais la question était sur la pinte. Hein. Mais je vais être totalement honnête avec cette question-là, parce que je trouve qu'elle est très pertinente. Quand j'étais plus jeune, et notamment quand j'étais encore étudiant, les side projects étaient très rares. Hein. Il y en avait, mais ils étaient très, très, très rares. Je vais pas faire. Je suis pas en train de vous dire qu'il faut faire que ça et que c'est obligé et que machin, etc. C'est mieux, évidemment, pour se faire recruter aujourd'hui beaucoup plus qu'avant, en fait. Mais encore une fois, c'est ce que je disais dans la conf, il faut pas se mettre une pression folle. C'est en se mettant une pression folle, tu vas encore empirer la situation et c'est sûr que tu n'en feras aucun. Moi, j'en ai pas fait énormément quand j'étais plus jeune. Ça m'a pas empêché d'aller où je veux, en fait, où j'ai voulu, pardon. Donc, évitez de vous mettre la pression. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. C'est vrai que tu aurais pu faire deux confs, en fait, une junior et une un peu plus avancée, parce que finalement, la question junior, c'est ce que tu disais tout à l'heure, le fun, ok, mais quand on ne sait pas coder, on veut déjà savoir si on va réussir à faire un truc qui marche. Et je pense qu'il y a pas mal de questions qui tournent autour de ça, en fait. Après, je trouve que le projet avec TensorFlow, par exemple, je trouve qu'il est il peut être très orienté junior, en fait, parce que tu as commencé par dire, je veux découvrir TensorFlow et je veux faire une connerie avec. Du coup, n'empêche que tu as quand même appris TensorFlow.js, tu sais quand même comment ça fonctionne. Et du coup, potentiellement, si jamais ça intéresse la boîte dans laquelle tu postules, bah, tu sais utiliser cet outil-là, ils n'ont pas besoin de t'apprendre les bases. Donc, pour un junior, peut-être qu'en effet, faut peut-être prendre un outil et essayer de trouver du fun dans l'outil plutôt que prendre le fun et d'essayer d'aller prendre les outils qui passent sous la main pour que ça fonctionne. C'est peut-être juste ça la différence d'approche, mais pour moi, c'est pas antinomique, en tout cas avec le junior. C'est peut-être juste l'approche qui est différente, mais je te laisse répondre. Mais
Oui, complètement. Bah, c'est ça. Et après, comme disait tout à l'heure Arnaud, il faut faire attention avec. Moi, si tu veux, là où je connais TensorFlow.js, je sais un petit peu comment ça fonctionne, mais je ne le mets pas sur mon CV. Je le mets pas sur mon CV parce que je sais que si je me retrouve devant Arnaud et que Arnaud c'est un spécialiste TensorFlow.js et il me demande exactement comment ça fonctionne à l'intérieur, absolument dans les détails et tout, ben, je vais avoir l'air con, tu vois. Ça rejoint encore l'expérience où on l'a tous fait. Je pense que mon CV junior était plus rempli que mon CV d'aujourd'hui. Complètement. Et d'ailleurs, quelqu'un posait une question un peu à côté, mais si tu veux y répondre avec, tu as peut-être d'ailleurs écrit un article là-dessus. C'est quoi l'âge maximum pour être dev junior? Ou en gros, c'est quoi un dev junior? On parle de dev junior depuis tout à l'heure, mais c'est vrai que les juniors se posent cette question-là, hein, ou les gens qui se disent ça fait 5 ans que je dev, est-ce que je suis junior? C'est quoi l'idée? Ça, c'est intéressant comme question. C'est pour ça que je te la pose et que j'y réponds pas. En même temps, déjà, il y a l'évidence qu'un développeur junior, ça n'a rien à voir avec l'âge. Et je crois que c'est Arkecon qui avait parlé de ça, qui avait fait un article qui parlait de pourquoi vos années d'ancienneté ne font pas de vous un développeur senior, etc. C'est un peu dans le même genre. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. On a un travail aussi compliqué, très compliqué, et avoir des réponses toutes simples, c'est très compliqué aussi. Je dirais que c'est... En fait, moi, il y a un truc que j'ai remarqué qui différencie pas mal les juniors des non-juniors, c'est que à partir du moment où tu connais quelque chose au point où tu peux l'expliquer, je pense que c'est là que ça se passe à un moment donné. Il y a un côté, il y a un switch qui se fait entre le junior et le non-junior. Quand tu fais des choses, mais que tu ne comprends pas exactement comment ça marche, mais tu le fais, mais tu arrives à le faire marcher et tout. Pour moi, tu es un peu junior. Quand tu arrives à faire quelque chose et que tu sais exactement pourquoi ça marche, comment ça marche, et que en plus de ça, tu peux dire à quelqu'un, écoute, je vais te montrer comment ça marche comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Pour moi, en tout cas, dans la technologie en question, pour moi, tu es plus junior. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit des développeurs qui ont à peine quelques années d'expérience et qui rivalisent ou même sont meilleurs que des développeurs qui sont là depuis des années et des années et des années parce que ils ont le côté je peux expliquer, je comprends vraiment ce que je fais. Et je pense qu'il y a vraiment un mur qui sépare les deux. Et quand tu passes ce mur, pour moi, c'est plus pertinent. C'est pas pertinent de t'appeler encore junior. Voilà, je pense qu'elle est là la différence. Et je pourrais faire un article de ça. C'est une super idée, ça. Tiens, je vais le noter, ça. On rappelle que ton blog, c'est, alors je sais pas si c'est un blog, c'est un blog. Oui, c'est un blog. Je suis un dev.com, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et que tu postes très régulièrement. D'ailleurs, tu t'imposes un rythme d'un article par semaine, non? C'est pas ça? Je sais plus, hein, j'ai peut-être une grosse bêtise. Oui, mais c'est pour des raisons... je vais faire une vidéo là-dessus. D'accord. Il y a une histoire derrière. Ok, peut-être la même histoire qu'une question qui a été posée, mais c'est pas vraiment une question. Quelqu'un a dit, si on veut trouver du temps, comme codeur en scène, c'est censé être la dernière, on aura tous 3 heures par semaine pour faire des side projects. Malheureusement, est-ce qu'on leur dit que finalement, on va essayer de faire quand même des trucs, les gars, là? Je sais pas, il y a peut-être une annonce à faire. Ouais. Après, c'est vrai qu'il n'y en aura pas 2 par semaine, mais on va essayer de continuer sur notre lancée, mais pas... on a aussi des side projects à faire, nous, de notre côté. Du coup, 2 par semaine, 200 par semaine, c'est beaucoup, mais on va continuer sur ça. Et donc, je rappelle le prochain meet-up le 15 décembre. Je ferai un petit récapitulatif à la fin de la vidéo, mais on n'oublie pas le 15 décembre. Voilà. Il y a eu des questions tout à l'heure qui ont été posées. Alors, effectivement, il y en a que je pense qui sont un peu hors sujet, mais il y a quelqu'un qui demande une question plus sur de la formation. Est-ce que c'est une bonne idée de prévoir du temps dans les formations pour des side projects? Parce qu'effectivement, il y a le côté c'est imposé. Puis en même temps, le côté j'ai du temps pour le faire. Donc, je ne sais pas si tu as un avis, Mehdi, sur le fait d'avoir ça dans les programmes de formation. Le problème avec ça, c'est que malheureusement, je reviens toujours sur la même chose, mais dans ce cas-là, c'est plus, faut plus le voir comme une partie de ta formation et pas comme un side project. C'est quelque chose qui est imposé. C'est quelque chose que tu n'as pas voulu à la base et qu'on te dit maintenant il faut le faire.
Et donc pour moi, je j'appellerais pas ça un side project. Par contre, tu peux le mettre dans ton CV comme un side project, il n'y a aucun problème, tu vois, tu fais ce que tu veux. Mais c'est pas, comment on appelle ça? C'est pas quelque chose que tu as fait pour le fun. Et à partir de ce moment-là, c'est très bien pour ta formation et tu devrais le faire. Et c'est important de le faire. Mais le side project, tu vas le découvrir quand tu vas avoir l'idée et tu vas te dire, oh là là, ça je vais le faire. Et c'est ça un side project pour moi. Et du coup, si on prolonge, qu'est-ce que tu penses des entreprises qui laissent du temps on voit pas mal de grosses boîtes se dire, voilà, on laisse du temps aux salariés. Est-ce que déjà, tu appelles ça des side projects? Est-ce que pour toi, ça n'a rien à voir? Et est-ce que tu ferais un parallèle entre ces deux sujets? Alors ça, par contre, c'est super cool. Et Ubisoft aussi le fait, j'ai de la chance qu'ils le fassent. C'est des hackathons. Des petits, souvent en fait, tu as un hackathon, un grand hackathon qui dure une semaine à Ubisoft tous les ans, et une fois par mois, bon ça dépend des équipes, ça dépend des équipes, une fois par mois, ils te donnent quelques heures et tu fais des petits projets avec soit tes collègues, soit tout seul, et après on présente rapidement nos petits projets comme ça, c'est des trucs... je veux dire, notre manager, il est même pas là quand on se le présente entre nous, on pourrait faire rien et ça serait pareil. Et je trouve ça absolument incroyable, je trouve ça absolument génial. Si jamais vous avez l'occasion de faire un hackathon, c'est vraiment incroyable, allez-y, c'est vraiment un truc super cool. Donc c'est pas pareil, mais c'est pareil au niveau de l'apprentissage que ça va t'amener et au niveau de la coolitude que c'est. C'est vraiment un truc à faire, j'adore moi en tout cas. Alors, je rajouterais, faites-le avant 30 ans. Après, c'est dur. Ouais, faut pas dormir. Et puis, et y allez pas pour gagner, même si c'est cool, Oui. mais parce qu'en fait, vous allez être déçus parce qu'on ne sait jamais comment le jury vote et c'est souvent du grand n'importe quoi. Et après, ça peut démarrer sur un side project. Moi, j'ai vu beaucoup d'étudiants le faire. Par contre, attention, c'est parce que vous avez passé un week-end à lancer une idée que c'est un truc qu'il faut vous taper pendant 2 ans et lancer une startup. Ça, c'est aussi. On pourrait faire une conf sur les startup week-end aussi, mais je le vois souvent des étudiants se dire j'ai l'idée du siècle, j'y vais, on est 12. Alors 12, je pense que Yvan pourrait dire ce que ça donne de créer une boîte à 5 quand on est. Je balance du sujet. Quand on est étudiant, mais ouais, attention à tout ça. Ouais, vous faites ça encore une fois pour le fun, je pense. Mehdi, tu vas valider ce que c'est un peu le but de ta presse. Et ouais, c'est des bonnes expériences à passer. Ouais, complètement. S'il y a une seule chose à retenir en tout cas de tout ce que j'ai dit, c'est vraiment ça, c'est amusez-vous et le reste va venir tout seul. Du coup, pour rebondir sur le faire des hackathons chez Ubisoft, il y avait une question, comment on fait pour être recruté par Ubisoft? Alors, c'est très simple. Tu me contactes sur Twitter et tu m'envoies ton CV et je le ferai passer. Voilà, non, alors simple. Plus sérieusement, tu peux faire ça, mais plus sérieusement, tu peux aussi. Moi, je veux te dire comment j'ai été recruté. C'est absolument très simple. C'est absolument ballot. T'as pas besoin de connaître quelqu'un pour rentrer chez Ubisoft. Moi, comment j'ai fait pour rentrer chez Ubisoft? Je suis arrivé. C'est une histoire que j'ai racontée plusieurs fois, mais c'est pas grave. Je suis arrivé à Montréal il y a 5 ans de ça maintenant. Je suis arrivé les mains dans les poches. J'avais aucun plan. J'avais aucune entreprise. Je connaissais personne. Je devais rester 6 mois à Montréal pour me faire de l'argent et je devais faire après 6 mois faire le tour du Canada. C'était ça le plan. Et je me suis dit, OK, il faut que je trouve un travail vite. Et j'ai regardé quelle grosse boîte avait à Montréal et j'ai envoyé un CV à Ubisoft et un CV à une boîte qui est MindGeek et qui gère un peu qui gère les sites porno du monde. Voilà, j'ai envoyé à ces deux boîtes-là en me disant peut-être que je vais faire un truc drôle, tu vois. Et quelques jours plus tard, j'ai reçu un mail de Ubisoft qui m'a dit venez, venez tel jour, on va faire des entretiens. OK. Et voilà. Et j'ai été pris pour une mission de 6 mois. Et après cette mission de 6 mois, ils m'ont dit non, mais on me prend en CDI. J'ai fait bon, d'accord. Et aujourd'hui, je suis toujours chez Ubisoft parce que ce qui est super dans cette boîte, je suis désolé, je suis un peu hors sujet. Ce qui est super dans cette boîte, c'est que je passe de technologie en technologie, je change d'équipe quand je veux, j'ai vraiment une liberté folle et tout suit en fait. Tout ce que je veux, il me le donne un petit peu et c'est très rare de tomber sur une boîte comme ça, sur un sujet aussi cool que les jeux vidéo. Donc c'est très compliqué pour moi de partir de ce... Je suis désolé, je fais de la pub, mais c'est de partir de ce petit paradis.
Donc oui, allez-y franchement, allez-y au culot, allez-y, vous voyez quelque chose qui vous intéresse, vous allez sur Ubisoft Carrière, posez votre CV, posez plusieurs CV pour plusieurs postes. Si vous voulez avoir plus de chances pour ça, envoyez-moi vos CV, je peux peut-être faire quelque chose, ça dépend où est-ce que vous voulez, dans quel site d'Ubisoft vous voulez aller. Mais il y a du taf. Et croyez-moi, ils seront très contents de regarder votre CV. Et du coup, la question, ça m'étonne qu'il n'y en ait qu'une sur ce sujet-là. C'est quand le prochain Tom Clancy, voilà. Si je te dis ça, je perds mon travail. Alors, Splinter Cell même. Le Splinter Cell, Tom Clancy, il y a plein de séries, mais Splinter Cell, c'est un petit moment. Pareil, si je te dis ça, de toute façon, je peux rien te dire sur les jeux vidéo sans perdre mon travail. Donc, voilà. Mais ça m'étonne, il y en a qu'une, ça va, on a été protégés. Non, mais après, on peut lancer une cagnotte si tu perds ton job, ça peut s'arranger. Ça se fait. Ouais. Écoutez, je vais y réfléchir, je vous envoie un mail. Sinon, tu dis rien, on lance des dates et on voit ta réaction. Mais bon, ça va durer longtemps. Ça va durer longtemps. Alors, parce qu'il y avait plein de trolls là dans le chat, je regarde rapidement s'il y a des trucs. Oui, en fait, j'ai dit qu'à plus de 30 ans, on ne peut pas faire de hackathon, mais moi, perso, je ne sais pas, je n'ai pas encore dépassé cet âge. Je ne sais pas s'il y a des vrais sujets à reprendre là dans tout ce qui a été dit. Ouais. Avais-tu trouvé d'autres trucs, toi, Yvan ? Non, après, ça partait très loin et on partait très loin du side project. Ça parlait d'Amazon, de Lambda, AWS, etc. au lieu de VM. Mais bon, je pense qu'on part sur des sujets autres. C'est pas qu'on veut pas répondre, mais je pense que là, on pourrait faire des heures et des heures sur tous les sujets. Donc non, je pense que sur le sujet des side projects, alors si vous avez des questions qu'on a oubliées dans le tas, c'est le moment de poser les dernières questions. En attendant, il y a une petite question que tu peux répondre en attendant de faire des sujets qui vont avec les side projects. Mais à ton avis, est-ce que les recruteurs ils connaissent quelque chose au code ? Ça dépend des recruteurs. Ouais, là, c'est sûr que ça dépend des recruteurs, mais je te dirais que pour la plus grande majorité, malheureusement, non. Malheureusement, non. Et ils vont juste, la plupart, en tout cas, moi, c'est mon expérience que j'ai des recruteurs. Souvent, ils vont juste regarder qu'est-ce que tu as fait avant, est-ce que tu as des choses à présenter comme des petits projets, mais ils vont jamais rentrer à l'intérieur des codes. Mais ça dépend en fait. En fait, ça dépend tellement. Je veux dire, j'ai fait par exemple, je me souviens que j'ai avoir fait un entretien pour une petite agence de communication, et l'entretien c'était juste passer dans mon code, d'un code qu'il m'avait demandé en amont pour un projet que j'avais fait. C'était ça l'entretien. Un autre entretien que j'ai passé pour une SS2I où elle m'a juste demandé si je faisais des side projects, je lui ai dit oui, fin. C'était juste ça. Donc, ça dépend tellement de qui tu vas voir que c'est difficile de te dire un truc, de te dire ouais, il faut faire ça et ça marche et c'est sûr que les recruteurs sont tous pareils et tout. Non, ça dépend tellement de qui tu vas voir que j'ai pas de réponse absolue à ça. Non, et puis après, pour peut-être prolonger cette question-là, c'est vrai que ça dépend où tu postules et à la limite, je pense que selon ce que tu recherches, tu auras des recruteurs qui connaissent le code ou pas. Si tu veux être dans une grosse boîte planquée et même j'allais dire te faire chier, je le dis quand même, tu aurais peut-être des recruteurs qui ne seront pas tech. Et par contre, si tu veux être finalement, ton défi c'est la tech, tu auras des recruteurs tech en face, je pense. Donc voilà, ça dépend de plein de choses, mais non, c'est pas forcément des gens qui sont techniques qui seront en face en entretien. Mehdi, est-ce que tu termines maintenant tous tes side projects? Ça, question qui vient de tomber. Je suis heureux de te dire que oui, parce que j'en commence pratiquement aucun. Donc à chaque fois quand j'en commence un, c'est sûr que je le finis parce que il y a eu un peu un effet FF8 et je sais qu'il ne sera pas très long parce que je me lance pas dans les trucs de fou à part les compartimentants. Mais oui, je les finis tous. Ce qui n'était pas le cas avant. Avant, j'avais un peu le syndrome comme tout le monde. Hein, je commence ça, c'est mieux ça, c'est mieux ça, c'est mieux ça, c'est mieux ça. Voilà.
Moi, je prolonge ce que tu dis exactement. Enfin, avant, on veut vraiment cadrer le code, et après, finalement, on sait qu'il faut faire plus court. Et pour la petite histoire, moi, les 2 derniers gros side projects que j'ai lancés, je les ai pas faits pour qu'ils soient gros. Ils sont devenus gros avec le temps. Celui que j'ai fait l'avant-dernier, ça fait 6 ans que je le maintiens, que je dev dessus. Mais la première version, je l'ai codé en 5 heures. Et le dernier side project, c'était pareil. La première version, ça a dû prendre 15 heures et il n'y avait pas de back-office, tout était à la main, etc. Mais c'était déjà en ligne, c'était déjà fonctionnel. Et moi, une technique que j'ai, c'est de le mettre en ligne. Et je me force à mettre une version en ligne, un truc qui tourne, même si ça me sert que à moi. Donc l'avant-dernier, c'était un truc de monitoring, ça s'appelle Pingbreak, pour ceux qui avaient suivi. Et bah, Pingbreak, au début, il était capable de monitorer 40 sites internet à la minute parce que c'était mes sites internet. Aujourd'hui, il en moniteur des milliers. Bah ouais, ça, c'est venu avec le temps et parce que le besoin est monté comme ça. Donc je pense qu'effectivement, avec l'expérience, tu les finis parce que tu les commences plus du tout de la même manière. Et j'ai bien aimé où tu disais réduire le scope, c'est clairement ça pour moi. Alors peut-être pas en 2 heures te dire je livre un truc, mais finalement, si tu as un seul objectif, encore une fois, moi, le dernier projet, donc c'est un projet pour que les commerçants voilà, vendent en ligne, bah, je l'ai mis en ligne juste pour de la prise de commande et les commerçants, ils ne pouvaient même pas gérer leur boutique. Je les gérais pour eux dans la base de données, dans le MySQL, je crée les trucs et ça a commencé comme ça en fait. C'est très bien. Donc, Donc, ça- mais au moins, la commerçante qui faisait ses allers-retours à livrer des gens, bah, elle recevait ses commandes par mail et elle n'était plus obligée de fouiller dans Facebook pour lire des commentaires. Donc voilà, ça c'était le premier objectif et je suis qu'à poser les questions. Effectivement, je pense que si tu résous juste ton premier objectif très rapidement, tu le mets en ligne, bah, tu auras un projet fini. Et si la motivation te revient, bah, tu fais des itérations et je paraphrase ce que disait Mehdi tout à l'heure, mais clairement, pour finir, il faut qu'il soit finissable dans un temps court et il n'y a pas trop de soucis. Ça va vous motiver en tout cas, ça va vraiment Ouais. motiver. Mehdi, as-tu un mot de la fin avant qu'on clôture cette saison Codeur en scène plutôt que cette journée Codeur en Un scène? mot de la fin, j'ai envie de remettre cette slide. Utilisez votre pouvoir. Faites en sorte de faire apparaître sur l'écran ce qui vous a donné envie, ce qui vous donne envie, ce qui vous fait plaisir. Et il n'y aura plus de questions de corvée ou de temps ou de machin, etc. Ça va vraiment vous ouvrir plein de portes. Faites-vous plaisir. Voilà, c'est tout. C'est mon mot de la fin. Eh ben, merci beaucoup. Merci à toi, Mehdi, d'avoir partagé et je pense d'avoir motivé quelques personnes sur Twitch ce soir pour aller faire des trucs cool. Et du coup, ça va clôturer du coup cette saison, ce mois Codeur en scène, même si on aura en décembre, on a dépassé sur décembre pour proposer cette conf. Je pense que personne ne le regrettera parce que c'était super cool. Du coup, ça veut dire, et on a quelques organisateurs qui sont là. On peut pas réunir tout le monde sur scène, malheureusement. Donc, voilà. On remercie une fois de plus tous nos sponsors. C'est grâce à eux qu'on peut, donc ils défilent en bas à droite, c'est grâce à eux qu'on peut proposer ça, qu'on peut prendre du temps, qu'on peut acheter un petit peu de matériel, qu'on peut faire tout ça et on espère pouvoir relouer une grande salle l'année prochaine. On verra ce qu'il en est. En tout cas, on continue sur ce format en ligne et je pense que même si on fait du physique, on continuera avec un peu en ligne. Ça permet d'autres formats assez sympathiques. N'hésitez pas à rejoindre le Slack. Du coup, je pense que quelqu'un va pouvoir mettre le lien dans. Il a déjà passé plusieurs fois dans le chat, mais n'hésitez pas à remettre le lien si jamais. Ça permet de continuer à discuter, de continuer à poser des questions. Je sais que Mehdi est dessus normalement, je crois. Je l'ai vu s'inscrire. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir discuter. Il y a un channel Codeur 2020. On est toujours preneur de dons. Voilà, vous sacrifiez pas votre pension alimentaire ou votre petit job étudiant pour nous donner un don. Hein. C'est pas l'objectif, mais si vous avez envie, vous trouvez que ça apporte, n'hésitez pas à participer. Je rappelle que le prochain meet-up qui n'est pas encore annoncé, mais qui sera du coup le 15 décembre pour le behind the scene
Donc, comment tout ça c'est possible? Et vous allez voir que si vous avez un Johan dans l'équipe, c'est très facile. Sinon, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais on va essayer de vous dématérialiser le Johan pour que vous ayez votre petit Johan personnel sur YouTube après. Voilà. Si on va essayer de continuer peut-être donc les meet-up bien sûr sur Twitch. On va essayer peut-être d'autres formats, des formats un peu plus chill, un peu plus conversation, même si déjà on est déjà pas mal dans la conversation, on se rend compte avec ces formats-là. On cherche toujours des bénévoles, donc n'hésitez absolument pas si vous avez envie de participer à l'organisation de Coder en scène. Une des premières actions qui prend du temps et où on manque un petit peu de temps, c'est la transcription des vidéos pour YouTube pour les gens qui pourraient pas, soit qui sont au boulot et qui ne peuvent pas mettre le son, soit qui ont des problèmes d'accessibilité. Donc, je sais que Johan a fait un bon boulot déjà, a mis tout un Trello en ligne qui, je pense que tu vas pouvoir partager je viens de le mettre dans le chat, donc il sera là pour vous. Du coup, bah ouais, n'hésitez pas, j'ai mis quelques cartes qui expliquent le fonctionnement, c'est voué à évoluer le process, mais ça nous filerait un gros coup de main parce que c'est assez chronophage. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre le Slack, il y a un channel dédié, tout est dans le Trello. Voilà. Donc voilà, le format des meet-up sera peut-être amené, si on arrive à se revoir physiquement, à peut-être faire de l'hybride. On essaie de réfléchir à ça pour pouvoir toujours proposer des choses sur Twitch, mais aussi reproposer les gens du coup en Normandie de se recroiser quand on le pourra. Donc voilà, n'hésitez pas. 2021, on verra ce qu'il en est, mais il y aura une édition, qu'elle soit en ligne ou physique ou hybride, il y aura une édition, donc n'hésitez pas à suivre tout ça, s'abonner. Abonnez-vous à Twitch, si vous êtes sur YouTube, abonnez-vous à YouTube, la cloche, le machin. Normalement, vous suivez d'autres chaînes YouTube, vous devez connaître le truc bien plus que moi. Et n'hésitez pas à mettre du coup sur YouTube quelques commentaires pour des retours ou sur Slack pour des retours sur la conférence, même si jamais déjà dans le chat, on a vu qu'il y avait pas mal de retours très positifs sur toutes les conférences. N'hésitez pas, tous les feedbacks sont bons à prendre, qu'ils soient positifs, négatifs, tant qu'ils sont constructifs, on prend. Donc voilà, un merci à tout le monde. J'ai l'impression que notre président n'arrive pas à se connecter au Zoom. S'il est là, non, c'est juste qu'il n'a pas la cam. Est-ce que tu es là pour un mot de la fin ou tu es en mute, la phrase de 2020, tu es mute. Est-ce que vous m'entendez? C'est ça, voilà. Bon, je ne sais pas si son réseau va le permettre. Donc voilà, vous voyez quelques têtes ici, mais globalement, il y en a plus qui sont peut-être pas là, mais qui sont dans l'ombre. Donc tout ça, serait impossible sans nos sponsors, sans les organisateurs et sans les speakers qui viennent nous apporter plein de choses. Donc un énorme merci à tout le monde d'être là, de nous suivre et de partager. Voilà, je pense que on peut clôturer là-dessus et on amuse notre président. Voilà. Merci. Encore un grand merci, Mehdi, pour cette clôture. Je pense que tu étais dans le bon mood de redonner la pêche et de remotiver pour faire des trucs Merci cool. à tout le monde. Merci de m'avoir accueilli. Voilà. Merci tout le monde. Encore merci aux organisateurs, merci aux sponsors, merci aux speakers. Merci. Bonne soirée tout le monde. Ciao, ciao. Ciao. Salut sur le Slack.